Je pense que un des avantages de MrBeast, c'est d'avoir un mindset d'un adolescent de 12 ans et demi en fait. Il y a une anecdote que j'avais notée dans le document. Il dit, mes potes qui sont avec moi sur les vidéos, il faut pas les faire chier. S'ils veulent dessiner des beats sur un tableau, laissez-les dessiner des beats. Ils sont créatifs. C'est écrit dans le document. Comme c'était des sortes de génies créatifs. C'est l'exemple, mais s'ils veulent dessiner des beats, écoute, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus drôle? Mon takeaway sur MrBeast, ça reste... je suis content que ce mec existe en fait. Je suis content que ce mec ait poussé la logique de YouTube. C'est un sportif de haut niveau. Ouais. Toi, on s'en bat. C'est quoi l'intérêt de jouer au badminton, mettre au badminton? Ça n'a aucun intérêt, ça me paraît, toi. C'est étonnant que ton premier exemple de sportif de haut niveau, c'est le badminton, mais... L'histoire, c'est genre... Oh non, le chat est coincé en haut de l'arbre. Pas de patrouille, c'est la vie. Non, pas de patrouille. Pas de patrouille, c'est exactement ça, mec. Mais au moins, c'est des belles valeurs. Ils vont aider, c'est le travail d'équipe. Ouais, mais ils vont aider les chatons. J'ai pas encore vu de dessin animé qui avait des valeurs satanistes, hein, mais... Il y avait une fille qui travaillait pour nous et qui disparaît pendant une semaine, toi. Et je lui envoie un message et elle finit par ah ouais, désolé, mon grand-père était mort 3-4 mois plus tard. Mon grand-père est décédé, tu vois. Et je suis là, bon, ouais, c'est pas de chance quand même. Et 3-4 mois plus tard, c'est pas manqué. Mon grand-père est décédé. Et en fait, elle avait pas compté dans sa tête le nom de grand-père. Non, c'est le qu'elle avait, tu vois. Non, attends, tu comprends pas. Ma grand-mère s'est remariée. Dans cet épisode, on parle du document fuité de MrBeast, on parle d'une idée rentable de business qui combine YouTube et les Airbnb, et on parle de comment éviter les employés malhonnêtes. On va commencer par parler du document d'onboarding fuité de MrBeast. Donc la théorie que j'ai lue sur ce document, c'est que ça a été fuité par un de ses ex-employés qui voulait montrer que MrBeast était un patron tyrannique qui exploite ses employés. C'est un PDF de 37 pages qui explique les principes opérationnels et comment ils font les vidéos un peu leur et comment il faut travailler. Ouais. Est-ce que toi, t'as un playbook ou pas pour ta boîte? J'en ai pas. Je sais que t'avais passé longtemps à faire le tien. Moi, j'en ai un playbook. Tout le monde s'en fout. Qui a fait une croissance de 100%. Personne l'a fuité, tu vois. Il y a personne. Il est là. Vous pouvez le fuiter, allez-y. Tout le monde s'en fout. Personne ne le veut, tu vois. Mais moi, j'ai passé beaucoup de temps à écrire un playbook qui fait littéralement 35 pages. Qui, honnêtement, je trouve est bien. Mais effectivement, au final, ça n'a pas servi à grand-chose. Donc, je pense que tu peux mieux vous rester sur 10 principes que faire un playbook énorme. Ouais. On avait un pote en commun qui me faisait très rire à chaque fois qu'on parlait que tu faisais ton playbook. Il dit bon bah moi pour mon playbook c'est simple, j'ai pris les meilleures entreprises, j'ai pris Netflix, j'ai pris Facebook, j'ai copié-collé leurs principes puisque c'est les meilleurs, on va faire pareil. Littéralement il a copié-collé les slides de Netflix en mettant le nom de sa boîte à la place, tu vois. Ce qui est du génie, tu vois. Mais même une grosse boîte s'appelle Odoo. Je sais pas si tu connais Odoo. Ils font genre 1 milliard par an. Okay. C'est une sorte de gros ERP. D'ailleurs c'est une boîte belge. Le mec il est passé dans Star Podcast. Mais donc 1 milliard, et eux aussi ils ont juste copié-collé tout Netflix en disant bah Netflix c'est très bien, c'est exactement ce qu'on veut être, on va juste copier quoi. Et je pense des fois ça te mérite hein, si... Bah, peut-être que je vais faire ça avec MrBeast du coup. Ça, je vais venir bienvenue chez Marketingmania. Tu mets des lol partout comme MrBeast. C'est ça, c'est que il y avait aussi un truc sur est-ce que c'est authentique ou pas. Je pense qu'actuellement c'est considéré comme étant authentique parce que ça n'a pas été démenti. Et c'est drôle parce que tu vois la manière dont lui il écrit. En fait, tu vois que c'est pas un mec qui a l'habitude d'écrire particulièrement. Il y a 9 fois marqué LOL dans le document directement, avec des phrases un peu qui n'en terminent pas. Mais sinon, ça te montre quand même la mentalité du mec. Donc, tu m'as demandé si j'avais un playbook. J'avais fait un document un peu sur les principes. Et j'avais genre seulement 4 grands principes qui étaient... La manière dont je réfléchis, c'est... Je voulais uniquement mettre les principes qui nous différencient par rapport aux autres personnes. Donc, un exemple simple dans mon cas, c'est l'excellence, en fait. C'est-à-dire que nous, souvent, ce qu'on essaye de faire, c'est... créer les meilleures vidéos possibles, créer le meilleur contenu, créer les meilleures formations, etc. Versus, on a d'autres concurrents qui sont plus forts pour créer un volume, être régulier, créer beaucoup de produits, être rapide sur les opportunités, etc. Donc, c'était l'idée de dire, OK, bah nous, on a cet élément où clairement, c'est un peu la culture. Mais c'était plus une manière pour moi, parce que j'ai l'impression qu'une grande partie de la culture de l'entreprise découle de son fondateur, comme on peut le voir d'ailleurs avec le cas de MrBeast. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'était une manière pour moi d'expliquer comment j'avais construit Marketing Mania au départ en essayant de faire le meilleur truc et d'aller en profondeur dans les choses. Et je pense que c'est exactement ce que j'en retiré ce playbook, il a servi à rien dans le sens où en fait c'est ce qui est vécu au jour le jour qui compte. Tu fasses un playbook, il faut que les gens le lisent, le relisent, ça arrive quasiment jamais. Donc je pense que c'est vrai. Je pense que la démarche qui a MrBeast, c'est-à-dire ok, tu vas être onboardé plus rapidement et on va t'expliquer tout. Et c'est le moment où les gens sont plus réceptifs aussi. C'est parce que toi, le premier jour au boulot, tu veux bien faire, donc là tu vas le lire et tu vas être attentif, quoi. C'est encore le mot où tu es plus influençable. Ouais. Il y a aussi des éléments tactiques que tu peux mettre, et ça, c'était pas marqué dans le mien, mais je pense que ça devrait l'être. Je suis d'accord. Des éléments tactiques du style, moi j'aime pas quand il y a des conversations qui se font en message privé sur Slack.
parce qu'en fait, les gens discutent d'un truc et personne d'autre le voit. Je veux faire quand tout est dans un canal public. Et comme ça, tout le monde peut voir et rebondir dessus si nécessairement. Tu as tout le contexte, sans avoir besoin de faire des réunions constamment et de s'updater où on en est sur le projet. Tu vois, on peut le suivre au fur et à mesure. Mais au départ, les gens se disent ok, il faut que je contacte machin, je vais le contacter par message privé, ce qui est logique dans un contexte normal. Mais en fait, non, ce que tu fais, c'est que tu le tags dans le canal public. Et nous, on fait quasiment aucun message privé, on le fait uniquement, tu vois, s'il y a des trucs un peu personnels, genre une personne est malade, il faut demander des documents et tout, tu lui demandes en message privé. Mais sinon, voilà, c'est des éléments un peu tactiques qui peuvent être utiles pour les gens de savoir. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que les gens commencent à envoyer des messages privés. La personne leur répond ah non, on fait pas en message privé, il faut que tu le postes publiquement. Ça pourrait être pas mal de l'écrire comme ça, les gens ont l'impression que toutes ces règles, ils les découvrent pas au moment où ils les ont enfreints pour la première fois. Ils les découvrent de manière plutôt que playbook, même les règles, c'est quoi les attentes, quoi. En fait, clarifier les attentes dès le début, le jour 1, c'est ce qui est attendu de toi. Et je pense que c'est le plus important. L'autre élément que je trouvais difficile sur un playbook, c'est qu'en fait, tu as des rôles qui vont avoir des attentes qui sont totalement différentes, en fait. Et c'est compliqué de pouvoir centraliser quelque chose qui va s'appliquer à tout le monde. Et tu as l'impression que ça se fait plutôt au cas par cas sur la scorecard de la personne. Ah, mais lui, je pense que c'est intéressant. Justement, il dit en fait, toute votre travail, quelle que soit la position, ça vient augmenter notre CTR et notre watch time. Toi. Donc c'est pour ça qu'il donne. C'est ça. Peu importe ce que tu fais, tu t'es costumier, peu importe. Le but, au final, c'est de faire le plus de vues possible, quoi. Donc, il nous explique que l'objectif de sa chaîne, c'est pas de faire de l'argent, c'est de faire les meilleures vidéos YouTube possibles. Et ce qui est intéressant, comment il définit meilleures vidéos, en fait. Comment il définit les meilleures vidéos, c'est des vidéos qui m'excitent personnellement. Ce qui suggère qu'un des grands avantages de MrBeast... Mais moi, qu'est-ce qui excite MrBeast ? C'est les vues. Moi, pour moi, c'est ça, en fait. C'est que vu que ce qui l'excite, c'est de faire le plus de vues possible, c'est ça qui l'intéresse, quoi. Je pense qu'un des avantages de MrBeast, c'est d'avoir un mindset d'un adolescent de 12 ans et demi, en fait. C'est-à-dire, ce qu'il aime bien, c'est exploser des voitures et qu'est-ce qui se passe si je fais rentrer un train dans un mur et si je fais tomber dans un trou et tu vois, si je mets un laser sur un truc, qu'est-ce qui se passe si je mets de la lave, du coup, moi, c'était un point de condition. Est-ce que vraiment ça l'intéresse qu'il est vraiment fan de son propre contenu et est-ce que dans 5 ans, il sera toujours fan? Enfin, toi, il y a un moment, il a quel âge? Il a 25 ans par là? Ouais. C'est là où je pense qu'il a une vulnérabilité en mode si il mature, il va arriver à un point où soit il sera blasé et cynique de son propre contenu, ce qui va rendre difficile le fait de bourriner et de tout réinvestir, soit il va devoir changer son contenu et parler à moins de monde, en fait. Mais tu vois qu'il y a quand même un truc, à un moment donné, il y a une anecdote que j'avais notée dans le document, il dit, ok, le talent, donc c'est-à-dire mes potes qui sont avec moi sur les vidéos, il faut pas les faire chier, les laisser tranquilles. S'ils veulent dessiner des bits sur un tableau, laissez-les dessiner des bits. Ils sont créatifs. C'est écrit dans le document. Comme si c'était des sortes de génies créatifs. Laissez-les dessiner des bits. Mais s'ils veulent dessiner des bits, écoute, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus drôle? Mais mine de rien, on peut se moquer, mais ça reste un focus produit. Ça reste un truc où il dit pas, ok, le but c'est de faire monter des KPI. Il dit le but c'est de faire les meilleures vidéos possibles et les KPI, les vues, etc. Vont suivre. Il n'y a pas un truc de dire on va faire de la recherche de marché, essayer de trouver ce que les gens veulent. Non, le critère, c'est qu'est-ce qui intéresse MrBeast, proxy de l'audience. Et aussi, il retire un peu tous les éléments de qualité. Le but, c'est pas d'être le plus créatif possible ou d'avoir la meilleure vidéo d'un point de vue technique et autres. C'est vraiment purement qu'est-ce qui fait le plus de vues, quoi. Ouais. Et après, c'est drôle parce qu'il dit, ok, les meilleures vidéos, c'est les vidéos qui m'excitent personnellement, mais après, il définit l'audience cible de MrBeast. Et il dit, le spectateur moyen de MrBeast est un adolescent fan de mèmes qui aime les jeux vidéo. Donc, voilà, c'est un peu lui, la personne qu'il doit émuler dans sa tête, etc. Mais je pense qu'il y a un truc d'adolescence attardé chez MrBeast qui est assez drôle. C'est-à-dire que c'est un gars qui était tellement obsédé de YouTube qu'il a fait que ça, il a poncé le truc, et après, il a eu du succès, mais c'est un peu comme un gars qui a eu du succès jeune, tu vois, qui a jamais... Enfin, tu sens encore un côté un peu enfantin en fait chez lui. Tu regardes ces vidéos ou pas? Rarement. Parce que je me dis, on va en parler, il faut que je regarde. Et pour moi, c'était irregardable. C'était insupportable. Et en fait, tu sens que c'est du truc dopamine après dopamine où c'est vraiment. Il n'y a rien de derrière, il n'y a rien de. Moi, c'était irregardable pour moi. C'est vraiment la premier définition degré. du plus petit dénominateur commun. C'est premier degré. Et un truc que j'ai noté, mais c'est que ses potes, moi, je les trouve pas drôles en fait. Non, ils ont pas une bonne personnalité. Ils sont pas intéressants. Là où il y a des gens qui ont une équipe, un groupe de potes qui font des vidéos avec, et tu fais putain, mais comment ce mec il a 5 potes et les 5 mecs c'est les plus drôles que j'ai vu dans ma vie. Là, c'est un peu l'inverse. Encore une fois, dans les commentaires, tu regardes, les gens les adorent. Parce qu'à ce côté, encore une fois, effectivement, si t'as notre âge, c'est pas intéressant. Si t'as 12 ans, tu trouves que ce gars-là, qui a 20 ans, mais qui se comporte comme un gamin de 12 ans, c'est le truc le plus marrant au monde, quoi. Ouais. Ça revient un peu sur. C'est les nouveaux Jake Paul et tout, tu vois. En fait, tu regardais Jake Paul et tout de la crew, c'était pas très très drôle en fait. Et pareil, c'était des mecs de 18 ans qui agissaient comme des enfants de 12 ans et du coup, les enfants de 12 ans regardaient, quoi. En disant, c'est cool, ce gars plus vieux que moi.
Et comme moi, quoi. Parce que si regarde un mec de 24 ans qui agit comme un mec de 24 ans, pour un mec de 12 ans, ça n'a aucun intérêt. Et un gamin de 12 ans qui agit comme un gamin de 12 ans, c'est pas super intéressant. Comme les, tu sais, les pubs à l'époque qu'on regardait pour les jouets, où ils jouaient avec leur voiture comme ça, c'était toujours des gamins de 15 ans qui jouaient, alors que c'était des pubs, c'était des gamins de 8 ans. Je pense que c'est toujours la même logique, quoi. Parce qu'ils veulent faire un peu comme les plus grands, mais en même temps, ils veulent pas vraiment faire comme les plus grands. Tu vois. Ils veulent avoir c'est comme quand tu te rends compte que t'arrives en 6ème et on joue plus à chat, toi, c'est fini. Toi, c'était les primaires, et là, t'es le gamin chelou. De Chabit avec Jean-Edouard. Bah, lui, il a pas évolué, toi, il a bloqué, toi. Peut-être qu'il aurait eu gros succès sur YouTube plus tard s'il avait continué, mais. Il y avait une citation sur Trump, c'était. Trump, c'est le mec que les gens ont en tête quand les gens pauvres pensent à un mec riche, tu vois. C'est un mec qui a une toilette plaquée or. Et j'ai l'impression que MrBeast, c'est un peu ce que les gamins de 12 ans ont en tête quand ils pensent à la vie qu'ils veulent avoir quand ils auront 25 ans. Pouvoir faire exploser des Lamborghini avec tes potes et faire des feux d'artifice. Tu parlais de la dopamine tout à l'heure. Et en fait, ça s'est directement expliqué dans la vidéo où il parle de l'importance des 60 premières secondes. Parce que ça, tous les youtubeurs connaissent. Et il a une deuxième milestone à 3 minutes. Et il dit, OK, 60 premières secondes, il faut que tous les bourrines, là, tu leur envoies de la dopamine directement dans les veines, en changeant constamment, en mettant un enjeu très rapidement, etc. Là, c'est ce que tout le monde fait. Et il se dit, OK, à 3 minutes, il faut que tu resecoues le truc. Ouais. Tu leur envoies un truc auquel ils ne s'attendaient pas, tu leur remets un gros spectacle, tu changes les règles, etc. Est-ce que ça, peu de gens font, tu vois. Moi, je suis pas... en fait, tu me dis qu'est-ce qui se passe à 3 minutes dans ta vidéo. Je suis en mode... une fois que j'ai retenu les gens pendant 60 secondes, tu vois, bah, je déroule le reste de ma vidéo. J'ai pas un truc où je recasse le truc dès 3 minutes. Je trouve ça assez intéressant. Et il te dit que sur la deuxième moitié de la vidéo, en fait, c'est là où tu peux caler le contenu un peu moins bien. Parce que les gens sont commit et ils ont déjà regardé à la moitié et continuent. D'ailleurs, moi, je trouve ça fascinant que le drop-off il soit aussi fort au début, toi. En fait, c'est qui tous ces gens qui regardent 5 secondes de vidéo qui switchent, toi. Parce que moi, quand je clique sur une vidéo, généralement, je vais la regarder, toi. Je sais que ça m'intéresse et je vais pas partir au bout de 5 secondes. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui sont un peu 5 secondes, boum, ils partent. 5 secondes, ils partent. Ben ça, moi je l'ai toujours vu sur mes vidéos, évidemment on le voit sur le Trilliard, et c'est intéressant parce que dans les screenshots de MrBeast, il y a le même effet en fait. Mais qu'est-ce que tu as comme info en 5 secondes? Qu'est-ce que c'est comme info en 5-10 secondes que tu n'avais pas avant cliqué, quoi? Je me demande s'il n'y a pas quand même un artefact de data en mode les gens qui sont sur la prévisualisation, les gens qui ont cliqué par erreur. Tu vois, où les gens est-ce que tu avais déjà ça il y a 5-6 ans quand il n'y avait pas de prévisualisation, toi? Je sais plus à l'époque s'il y en avait, mais peut-être il n'y en avait pas. Ou est-ce que c'est on a toujours eu ça quand le graphe existait, mais je ne sais pas quand le graphe a commencé à exister. Je me souviens pas si je l'avais quand j'ai commencé en 2016. Il parle de l'importance d'avoir un payoff à la fin, ce qui est assez intuitif, mais c'est vrai que ça peut être difficile. Par exemple, tu vois, nous sur un podcast du Trilliard, c'est difficile d'avoir un payoff à la fin, sauf dans le rendre très artificiel. Genre, à la fin de l'épisode, on va vous raconter. Tu vois, c'est compliqué de le faire de manière crédible. Mais dans son cas, lui, c'est OK, il faut faire des concours en fait. Il faut faire des concours, qui va gagner à la fin, et tu as envie de savoir qui va gagner dès que tu es un peu investi. Ou alors, il y a un truc du style. Une vacance à $1 versus une vacance à $1 million, bah la dernière vacance, évidemment, ça sera celle à $1 million, et donc tu dois regarder tout pour avoir le truc qui monte. Et les fins abruptes. Ça, c'est un truc, moi, ça m'a pris longtemps à implémenter. Ouais. Parce que, en fait, j'aimais pas... Parce que dans mes vidéos, il faut que je fasse un appel à l'action pour rejoindre ma newsletter, parce que c'est comme ça qu'on va monétiser, on ne vend que par l'email. Et du coup, j'aimais pas interrompre mon contenu avec un appel à l'action. Je trouvais ça chiant. Et tu vois, quand les youtubeurs le font, ça me fait toujours chier. Après, les youtubeurs, ils ont des sponsors, ils n'ont pas le choix. Tu vois. Le pire, c'est ceux qui commencent la vidéo et pendant 60 secondes, il y a le sponsor. C'est ce que fait Joueur du Grenier, par exemple. Et je comprends pas pourquoi ils font ça. Si c'est les sponsors qui négocient. En fait, je pense qu'ils veulent pas se faire chier. Ils payent plus cher aussi, les sponsors pour les 60 secondes. Et peut-être qu'ils veulent pas se faire chier à interrompre leur vidéo plus tard et se disent bon bah si on peut pas le mettre à la fin on va le mettre au début, et peut-être qu'aussi le Joueur du Grenier ils sont à un stade où en fait il y a personne qui clique sur une vidéo Joueur du Grenier en disant tiens une chaîne ça peut être intéressant etc. Je pense que c'est juste des gens qui veulent regarder la vidéo Joueur du Grenier et qui savent qu'il faut appuyer 4 fois sur le bouton next pour passer les 60 secondes, je sais pas. Et en plus ils se font un peu chier Joueur du Grenier sur leurs intégrations, ils font des déguisements, des sketchs, etc. Bref, pendant longtemps je voulais pas faire l'appel à l'action en milieu, donc je le faisais à la fin. Le problème c'est que si tu le fais à la fin tu vas avoir un gros drop-off. Et que du coup, tu n'as pas l'autoplay en fait. Si ce truc, la vidéo elle se termine de manière abrupte, et d'ailleurs les gens vont se plaindre en commentaire quand une vidéo se termine de manière trop abrupte, mais c'est la bonne manière de faire parce que directement ça affiche les autres vidéos, ils peuvent cliquer sur la prochaine. Alors s'il y a un appel à l'action, les gens vont dire bon bah ok la vidéo est finie, très bien, je peux partir faire autre chose. Voilà. Et donc dans leur processus de production, il explique que régulièrement on va te demander sur quelle minute de la vidéo est-ce que tu travailles pour comprendre comment te guider, quoi faire, quelles ressources on va te donner. Ça je trouve ça vraiment intéressant. En mode, ok, ma section, elle va se trouver à 4 minutes, on va investir des ressources. Ma section, elle va se trouver à 13 minutes. Démerde-toi, on va pas trop se faire chier parce que ça arrive plus tard dans la vidéo. Et tout est rythmé par ça. Il cite un livre
The Goal, le bouquin sur le concept de bottleneck. Super surpris qu'il ait lu ça. Quoi. Moi aussi. J'ai du mal à y Très croire, surpris. mais parce que c'est un peu chiant à lire, faut pas se le cacher. Donc c'est un bouquin qui cherche à explorer la théorie des contraintes, qui essentiellement c'est éliminer le bottleneck, Il y a éliminer une sorte de l'élément. fable. Ouais, via une fable sur un mec qui doit reprendre une usine et identifier quelle est la machine dans l'usine qui travaille le moins. Il y a tout un moment où il y a une métaphore avec des scouts qui sont là et quel est le scout qui va le moins vite et donc il faut le mettre devant et tout. Donc c'est un livre dont les gens qui sont un peu des nerds de l'opérationnel Qui jouent à business sont Factorio, assez fans. ce genre de personne. Ouais. Et du coup, MrBeast le cite, et c'est le seul livre qui va te citer. Il ne cite pas de livre sur la psychologie ou sur les médias ou quoi, ou sur même, tu vois, Walt Disney ou un truc comme ça, il te dit The Goal. Après, un truc intéressant de MrBeast, c'est qu'il est très très fan, il est même pote avec le mec, le podcasteur de How to Take Over the World. David Senra. Non, t'as raison, David Senra, c'est Founders. Ben quelque chose, j'ai oublié son nom. Et donc, lui, c'est quand même son truc, c'est vraiment de créer un empire, d'être milliardaire. Il est focus là-dessus, quoi. Et en fait, c'est un véhicule pour arriver à ça. Et donc, il te dit, OK, s'il y a une personne qui est ton bottleneck dans le processus de création d'une vidéo, il faut que tu lui dises. Parce que ça, je pense que c'est un vrai takeaway intéressant. C'est identifier, OK, aujourd'hui, qui est le bottleneck dans ce processus et s'assurer qu'il sait exactement qui est le bottleneck et que chaque jour de délai qu'il a sur cette tâche, l'ensemble du projet va avoir un délai. Et ça peut vraiment être intéressant. Par exemple, tu vois, sur un monteur, il y a certains cas où le monteur, essentiellement, ça n'a pas trop d'importance parce que la vidéo, elle va sortir telle date, tu vois, qu'il soit un peu plus rapide ou non, ça n'a pas d'importance. Et parfois, le monteur va être le bottleneck où il est en train de monter la vidéo de vente. Et tant qu'on n'a pas la vidéo de vente, on ne peut pas lancer le produit. Et être capable de le communiquer, les situations où tu peux prendre un peu plus ton temps et les situations où non, là, t'es le bottleneck, c'est toi qui dois avancer, ça a beaucoup de valeur. Et lui, il te dit, OK, il faut le dire explicitement. Il a aussi un élément où tu dois vraiment prendre la responsabilité. C'est pas parce que tu as dit la chose à quelqu'un d'autre que tu peux te dire, bon, bah, c'est bon, je l'ai donné à Paul et tout, j'ai plus besoin de m'en inquiéter. Il a laissé cet exemple où il y a un mec qui s'appelle Tyler, et Tyler, c'est ton bottleneck. Et tu as dit à Tyler, donc il te dit, regarde-le dans les yeux, et tu lui dis, dans les yeux, tu es mon bottleneck. Je trouve ça assez drôle. Et après, il dit, OK, maintenant, disons que toi et Tyler convenez que ce sera fait dans 5 jours. Tout en majuscule. Tu ne peux pas mettre un rappel pour 5 jours et ne pas lui parler pendant 5 jours. Chaque jour, tu dois vérifier avec Tyler et t'assurer qu'il est toujours sur la bonne voie pour respecter la date limite. C'est à toi de prendre la responsabilité de relancer constamment les gens et de dire, OK, fais-moi une update. Et c'est là où le truc du daily check-in, on a souvent parlé dans le podcast, aide, parce que ça te permet de checker que les personnes avancent sans nécessairement devoir constamment les pinguer. Sachant que MrBeast, eux, ils travaillent en présentiel et il y a un élément où il faut que tu parles aux gens en présentiel. Si vraiment tu peux pas leur parler en présentiel, tu peux les appeler. Et la communication écrite, c'est un peu de la merde parce que les gens le lisent pas, etc. Je pense qu'ils ont une culture un peu différente en présentiel, etc. Mais il y a ce truc où, OK, bah, le mec, Tyler, tu vas passer tous les jours dans son bureau et tous les jours tu vas lui parler. Je pense que c'est juste, rien que ça, c'est ça qui fait la différence entre une entreprise qui va vite et une entreprise qui va lentement. Je pense que c'est juste ça de considérer que tu as toujours la responsabilité du truc, quoi qu'il arrive. Parce que sinon, les gens ne le font pas, je pense, pour 2 raisons. Un, c'est que c'est pratique pour eux, ils disent, bah, je l'ai filé à cette personne-là, maintenant c'est plus ma faute. Tu vois. Et de 2, c'est que c'est pas agréable de follow-up et d'être un peu mettre la pression à un collègue et tu préfères pas être dans ces positions-là. Et c'est là où je pense. Et même aller dire à quelqu'un, t'es mon bottleneck, faut porter ses couilles, quoi. C'est pas. Ouais. Et c'est là où je pense que le fait de l'avoir dans le document, ça aide beaucoup en fait. Parce que. Ça légitimise. Ouais. Dans la vie normale, dans la vie de tous les jours, tu te sentirais vraiment un connard. Imagine. T'as demandé, je sais pas, ta lessive, tu vois. T'as donné ta lessive à quelqu'un qui doit faire ta lessive. Il y a plein de magasins qui font ta lessive en Thaïlande. Si tous les jours tu vas les voir en leur disant c'est bon la lessive, ça avance et tout, ils t'ont dit ce sera dans 3 jours, mec, tu vas pas me faire chier tous les jours à me demander où on est sur la lessive et à confirmer tous les jours que la lessive elle avance. Donc dans la vie de tous les jours, si t'avais quelqu'un qui te dit ok, je te confirme ça dans une semaine et que tous les jours tu le relances, tu vois, ça va faire chier. Et donc c'est une norme qui peut dire ok, t'es relou. Et là, il reframe ça en mode, bah non, du coup, tu prends tes responsabilités et tu fais bien ton travail et c'est ce qui est attendu. Et du coup, t'es pas relou, tu vois. Il n'y a pas ce truc social de est-ce que je fais chier les gens? Non, c'est ce qui est attendu. Et en fait, si tout le monde a l'habitude de toujours pinguer pour juste être rassuré, finalement, c'est pas gênant. Parce que ça peut être gênant si t'as l'impression que c'est un peu ciblé sur toi, tu vois. Si chaque fois que quelqu'un me donne un truc, il confirme tous les jours, je dis, mais mec, enfin. Tu me prends pour une branlotte, je suis nul, qu'est-ce qu'il y a, tu me fais pas confiance. Et d'expliciter encore une fois, c'est mon bottleneck, enfin, c'est toi qui peux potentiellement bloquer le projet, toi. Parce que la personne ne peut pas être si tout le monde le fait pour tout le temps de manière systématique, bah, c'est pas ciblé vers moi et du coup, je me sens pas mal. C'est intéressant, je trouve. Et il donne le même truc pour les sous-traitants et je pense que c'est doublement important pour les sous-traitants si tu as externalisé quelque chose, de dire, OK, on va faire un check-in quotidien. C'est pas ce que tu m'as dit que ce sera fait dans 2 semaines que je peux m'appuyer dessus, surtout si c'est un bottleneck. Il insiste aussi beaucoup sur l'importance d'avoir des backups sur tout ce qui est les éléments critiques. Donc si pour ta vidéo, tu dois avoir un truc tank qui doit être construit ou un tank,
tu t'assures que tu en as un qui est T'as un temps de garanti backup, et tu en as un deuxième en backup parce que tu vas pas le trouver une semaine avant quand l'autre il a. Je crois qu'il donne l'exemple il a des d'un temps que c'est quand même un boulot assez marrant comme Ouais. producteur chez MrBeast où il faut que tu trouves des tanks, il faut que tu trouves des trucs, des châteaux, des trucs improbables. Donc, et ça, encore une fois, c'est ta responsabilité. C'est pas parce que en théorie, tu en as trouvé un, mais que finalement, ça n'a pas marché. Il y a une partie d'imprévu qui est là, donc c'est ta responsabilité de. Et dit, ouais, dans le partie de vidéo, il y a peut-être 5 à 10 trucs critiques et c'est à toi de couvrir qu'il y a un backup pour chacune de ces trucs critiques. Quoi. Donc, un autre élément que j'ai trouvé surprenant, c'est l'insistance sur la hiérarchie. Il te dit que tu dois toujours passer par la hiérarchie. Donc, supposons que tu as une personne qui écrit la vidéo et que tu dois communiquer avec une personne qui va être dans la production. Ce que tu vas faire, c'est remonter à ton boss, qui va parler au boss de l'autre, qui va dire à l'autre comment faire. C'est surprenant aussi. Ouais. C'était surprenant, tu te dis, ok, bon, bah, c'est des pirates, ils veulent aller vite, etc. Tu vas aller directement parler à la personne. Et ici, Je me demande si c'est pas si, parce que lui, il veut que ça passe par lui aussi, peut-être, en grande partie. Tu vois. Bah, en C'est fait, un mécanisme un peu forcé ça. peut-être, mais il donne pas lui-même comme exemple. Il te dit, enfin, son raisonnement est cohérent, c'est-à-dire, parce que sinon, en fait. Ils sont pas au courant, ouais. Les gens sont pas au courant, en fait. Et ils sont pas au courant qu'un élément a changé dans la vidéo, et donc ils vont s'en apercevoir plus tard. Et en fait, ils se disent, ok, bon, ça a été changé, donc ça a dû être approuvé par quelqu'un d'autre, mais en fait, ça n'a jamais été approuvé, tu vois, ça n'a pas été communiqué correctement, et ça crée des problèmes de coordination. Et ça, je pense que c'est généralement résolu en remote par des channels publics. En fait. Je suis d'accord. Une fois que tu as un channel public qui t'a dit machin, blablabla, la personne, il lit son channel, tu vois, et il peut le voir s'il y a un souci. Un autre élément qui était surprenant, je trouve, c'était l'insistance d'utiliser des consultants. Il est très, très élogieux sur le fait d'utiliser des consultants. Mais je pense que c'est surprenant parce que quand tu dis consultant, tu penses au mec qui vient de finir son école de commerce, qui Ouais. est chez McKinsey, là, tout le monde les déteste, toi. C'est universel. Mais lui, justement, quand il parle de consultant, il parle non, des mecs qui ont déjà fait ce que tu veux faire. C'est vraiment la définition pour lui de Et consultant. donc, tu vas les payer pour avoir l'info. Et là, ça a du sens. Je Ouais. trouve que c'est Donc, assez il donne un exemple. Les consultants sont littéralement des cheat codes. Mhm. Besoin de faire la plus grande part de gâteau au monde, commence par appeler la personne qui a fait la précédente plus grande part de gâteau au monde, lol. Voilà, donc effectivement, ça permet de shortcut. Et moi, c'est un point faible que j'ai en fait. Moi, j'ai pas du tout cet instinct de dire, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait, on va le faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup appris dans l'équipe sur la dernière année, je dirais. Parce qu'on a commencé à faire ce business model, tu vois, d'appuyer plus sur les pubs, etc., pour vendre certains produits. Et en fait, une fois que tu vas faire un tunnel de vente avec des pubs, c'est un truc, il y a plein de gens qui l'ont poncé, qui l'ont codifié, en fait. Et tout le monde fait à peu près la même chose. Mais c'est très très pointu et très spécifique. Il y a plein de détails qu'il faut avoir fait correctement. Et en fait, tu pourrais passer des années à essayer de réinventer la roue, alors qu'en fait, tout le monde fait la même chose et il faut aller trouver ce playbook. Et pour ça, tu peux pas le trouver sur Internet. En fait, il y a plein de trucs, plein de fois que tu peux pas trouver sur Internet parce que c'est trop pointu. Ça intéresserait 20 personnes en France, quoi. Donc, il faut aller parler aux personnes. Mais en fait, ces personnes, tu peux les trouver, tu peux avoir accès à eux. Et en fait, tu payes une personne 1 000 € pour 1 heure de son temps. Tu vois, pour lui, c'est super, il a gagné 1 000 €, il travaille dans une boîte. Pour toi, tu as gagné 2 mois d'effort, quoi. Et ça, moi, je le faisais pas, en partie par une forme de méfiance de ma part, une partie par une forme de paresse, tu vois. Méfiance en mode, ouais, mais du coup, si ça se trouve, je vais payer le mec 1 000 €, je vais rien apprendre. Bah, so what, tu l'as fait 3 fois, il y en a 2 qui n'ont pas marché. En 3 000 €, tu as eu l'info que tu voulais, ça valait vachement le coup. Et le deuxième, c'était, il faut pouvoir identifier la personne, ça demande pas mal de boulot, en fait, de trouver simplement la bonne personne avec qui parler. Parce que le consultant qui va t'apprendre ça, c'est pas un mec, il y a marqué sur son profil LinkedIn, consultant, en fait. C'est une personne qui travaille tu vois, qui a été sales manager ou qui a été media buyer quelque part. Ouais. Il faut trouver cette personne qui a été media buyer chez X et le contacter, lui proposer le truc et faire un deal avec lui. Ça demande du boulot, mais en fait, l'upside, il est énorme. Je suis d'accord. Moi, à chaque fois que je l'ai fait, je me suis dit pourquoi je le fais pas plus souvent, Ouais. toi. Mais en fait, tu oublies. Et après, je pense à l'idée aussi, tu peux tout apprendre par toi-même, toi. En fait, Ce qui est possible, en fait. c'est possible, mais ça prend beaucoup de Ça temps. prend plus de temps. Mais il y a- d'ailleurs, sur le point des scripts, je pense pour infopreneurs de vidéo ads, je sais pas si tu as vu, il y a 2 vidéos d'Alex Baker, une qui est très récente, où justement il fait le hook c'est ça, l'intro c'est ça, et il fait le détail. Je me dis, putain, en fait, c'est ce niveau de détail que tu dois avoir dans un. Alex Baker a fait une vidéo récente là-dessus. Ouais. Pour qu'il faisait 100% de vidéos sur Non, la là, il a fait crypto maintenant. un vrai truc. Je te l'enverrai, on mettra dans les descriptions. Mais moi, Donc, du coup, ça, pour le tu dis, contexte, en fait, Alex Baker, c'était un YouTuber à l'ancienne qui faisait à l'origine du SEO, qui avait toujours une Lamborghini derrière lui quand il enregistrait les vidéos, qui avait après passé dans une phase que j'adorais, où il était en mode il a fait son je SaaS, suis millionnaire dans mon appartement J'ai vide. rien. Il avait un appartement géant qui était entièrement vide. et il a créé un jeu vidéo pendant 2 mois. Ouais. Et il faisait juste de la muscu et il grindait sur son SaaS. Et après, il a vendu son SaaS. Enfin, avant d'avoir vendu son SaaS, il faisait que des vidéos crypto. Et à mon avis, Alex Baker, il a fait au moins 100 millions sur ses pump made up de crypto. C'est Oui, hallucinant. oui. Ouais. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est il fait une vidéo en disant Ça a explosé. ces 10 cryptos vont faire x50 avant décembre 2024. La vidéo fait systématiquement plus de 100 000 vues. Mhm. Évidemment, plus de 100 000 vues qui recommandent des cryptos spécifiques, petites elle cryptos. monte à chaque fois. Ouais.
Lui, il peut avoir choisi n'importe quoi, il peut avoir choisi des trucs au hasard, il peut avoir demandé à son astrologue, il peut avoir lancé des fléchettes sur un truc, il s'en fout. Ça va monter automatiquement, il va vendre. En plus, il a dit, ok, c'est un pump and dump. Enfin, ça va pump et ça va dump. Enfin, tu vois, on peut même pas vraiment l'attaquer d'un point de vue juridique parce qu'il a pas. Et il joue menti. toujours sur le second degré, tu vois. Ouais. Si vous m'écoutez, vous êtes des débiles. Et cette vidéo, il l'a fait une 50aine de fois avec la même miniature, avec le même titre. Que ça, c'est hallucinant. Enfin, c'est une machine à cash infinie. Et parce qu'encore une fois, ça fonctionne si tu Parce sors que ça bon moment. fonctionne, Tu peux faire si t'es Parce rapide. que il a 100% de succès sur ses prédictions vois d'ailleurs parce que sa vidéo crée le succès de la prédiction. Moi, c'est c'est ce que je trouve incroyable. du génie, c'est qu'en fait, YouTube le recommande de port. Parce qu'en fait, t'as plein de personnes, je pense, qui ont des alertes. En gros, dès qu'il y a une vidéo d'Alex Baker, envoie ma notif sur mon téléphone pour aller dessus. Donc le mec, il doit avoir un watch time au début, un CTR qui doit être à 90%. Et donc ça envoie le signal à YouTube. Putain, cette vidéo, elle performe de fou, quoi. Mais du coup, là, oui, lui, vraiment, il va rentrer dans les détails. C'est le hook qui doit être comme ça, l'intro doit être comme ça, les 60 secondes après doit être comme ça. Ensuite, ça t'amène là. Et donc ça, tu vois, c'est nous ce qu'on fait. Et Ça, ça, c'est c'est la rare de partie trouver, que moi je maîtrisais parce que c'est le copywriting. Moi, tout derrière doit être comme ça. En gros, tu vois, les SMS que tu dois envoyer aux gens pour augmenter ton taux, parce que par exemple, si les gens doivent venir à un appel, tu vas avoir au départ 65% des gens qui viennent. Tu vois, tu as un tiers des gens qui viennent pas. Et tu es en mode, bah ok, on va passer 2 semaines à optimiser ce processus pour passer de 65 à 75, tu vois. Et ça, ok, ce processus, tu peux le réinventer toi-même, mais c'est le même processus pour tout le monde, en fait. Il y a ce niveau de détail, en fait, où tu peux avoir un consultant juste pour ça, parler à une personne 1 heure là-dessus. Et de manière durable, en fait, tu as importé les meilleures pratiques. Et tout est comme ça, tu vois. Genre, comment structurer les pourcentages de commission, enfin, tout à ce niveau de détail. Et surtout, le playbook, il est très, très réplicable, tu vois. À un niveau où le playbook pour faire des vidéos YouTube, tout le monde a un peu sa manière différente de faire des vidéos. Il n'y a pas un truc où tout le monde fait les vidéos YouTube de la même manière. Moi, tu parles à toutes ces personnes qui font ce genre de business model, ils ont tous le même modèle. Et du coup, c'est très compliqué d'être rentable, par exemple, dans la pub, si tu fais un peu les trucs à l'instinct comme tu le sens, toi. C'est très, très compliqué parce qu'il y a tellement de compétition. Et en fait, il y a une bande assez fine de là où tu peux être rentable et comment le faire. Exactement. Donc, autre conseil que je trouvais étonnant. Il faut toujours travailler sur plusieurs vidéos par jour. Donc, il va à l'encontre de dire, OK, focus-toi sur une vidéo. L'élément, c'est qu'il y a toujours plein de vidéos qui sont en production. Si tu travailles sur une seule vidéo, tu vas être débordé sur les autres et tu vas accumuler du retard. Ça, c'est assez spécifique, je pense, à leur manière de travailler. Mais moi, ça aurait été l'inverse de ce que j'aurais dit à tout le monde, tu vois. Ouais, focus. Focus sur une seule vidéo et enchaîne-les plutôt qu'essayer de les paralléliser. Mais je pense que dans leur cas, il y a des jurys qui sont incompressibles. C'est ça. Parce que lui c'est quand même lui le talent, justement, qui fait les vidéos. Et donc, je pense que pour cette raison-là, il faut pouvoir jongler avec son agenda à lui plutôt que vraiment faire une vidéo à la fois, quoi. Et je pense que, tu vois, si tu veux, mettons, faire une vidéo, tu vas faire une vacance à $1 million, tu ne veux pas dire, bon, bah, va la faire maintenant et la filmer la semaine prochaine. Il faut qu'elle soit en préparation pendant au moins 3 mois. Et donc, en fait, si tu fais une vidéo par semaine et que ça prend 3 mois de préparation, ça veut dire qu'il y a toujours 12 vidéos. Mais ce qui est étonnant, j'aurais pensé que, tu vois, les gens seraient assis à une vidéo en particulier. Ça, par contre, ils travaillent sur plusieurs vidéos différentes. Mais je pense parce que parfois, ils doivent être bottleneck par autre chose. Donc, ils ne peuvent plus avancer, ils sont obligés d'avancer sur autre chose. Parce qu'ils attendent, tu vois, s'ils doivent construire un décor, par exemple, bah, pendant que le décor est construit, tu vas travailler sur autre chose. Et quand il est construit, tu vas faire des retours pour quand tu vois les costumiers qui font les costumes, tu as les personnes qui doivent trouver les props qui font les props. Donc, je pense que c'est pour ça aussi. Une phrase que j'aime bien, là pour le coup, c'est pas trop surprenant, mais que j'ai bien aimé. Je préfère que vous soyez honnêtes les uns avec les autres plutôt que gentils les uns envers les autres. Une autre phrase qui était cool. Fais des nuits blanches des semaines avant le tournage pour ne pas avoir à en faire juste avant. Donc lui, il insiste beaucoup sur la préparation. C'est le côté... Intéressant aussi parce que tu as l'impression que ce serait un mec peut-être un peu bordélique, mais non, il est assez... Je pense que c'est bien fait, quoi. Et en fait, tu n'arrives pas à ce niveau de production de vidéo par hasard non plus, quoi. Il parle de la manière dont les promotions fonctionnent. Et il vend un peu du rêve aux gens de cette manière. Nous avons besoin de plus de leaders dans l'entreprise. Nous avons besoin de personnes travailleuses, obsessionnelles, coachables, intelligentes et persévérantes qui peuvent se lever et prendre certains de ces postes de leadership au cours des 2 prochaines années. Chaque département offre une opportunité pour vous de grandir. Et vous avez de la chance car nous ne faisons pas de bilan annuel. Nous faisons des bilans quand vous voulez. Si vous voulez devenir chef de production, dites à James votre intention et demandez-lui pourquoi vous n'êtes pas encore au niveau et comment vous pouvez vous améliorer. Sérieusement, il vous donnera une liste de choses à améliorer pour devenir ce dont nous avons besoin. Et si vous écoutez vraiment et maîtrisez ces aspects, nous vous donnerons une chance pour ce rôle. Entre parenthèses, le seul problème est que la plupart des gens se croient meilleurs qu'ils ne le sont réellement, ne prennent pas au sérieux les points d'amélioration que nous leur donnons, puis se demandent pourquoi elles ne progressent jamais. Donc, c'est l'idée de dire, tu vas pouvoir monter dans l'entreprise, tu vas pouvoir prendre en grade, si seulement tu es assez bon. Ça, c'est très rare les gens qui le font. Enfin, moi, ça m'est arrivé peut-être 1 ou 2 fois dans toute la boîte. Des gens qui viennent te dire, ouais, je pense que je peux faire plus et voilà ce que je vais mettre en place. C'est assez rare. Les gens attendent en fait que tu viennes vers eux.
autre phrase qui explique ta valeur dans l'entreprise. Plus vous nous aidez à gérer des responsabilités, de risques et toutes sortes de complications, plus vous gagnez. Donc en gros, tu dois essayer de te mettre en ligne de front, prendre le maximum de trucs, résoudre le maximum de problèmes, et c'est comme ça que tu vas apporter de la valeur. Et je trouve ça intéressant, la manière dont il articule ce truc de dire créer une vidéo, c'est 1000 problèmes. Plus tu arrives à régler de problèmes, plus tu as de valeur en fait. Et viens pas, entre guillemets, ne viens pas te plaindre que tu n'as pas de progression ou que tu n'as pas assez de responsabilité. C'est-à-dire que les besoins que nous on a, ils sont énormes. Et si tu avais la possibilité, il y aura toujours des trucs à prendre. Tu avais noté plein de points et tu avais noté déjà que la frustration du gars t'était familière. Je sais exactement dans quel contexte il a écrit ce truc-là. Où à un moment où il devait travailler avec 2-3 personnes qui n'étaient pas au niveau, il était frustré en fait. Il était putain, il faut que je explique c'est quoi les attentes et il parle aussi de A-player. En fait, lui, il veut que des A-players, il veut pas de B-players. Les B-players, c'est que des mecs qui sont en train de devenir A-players rapidement, tu vois. Il l'explique comme ça. Et les C-players, on veut pas. Et je pense que les players, en fait, ce que tu veux, c'est en final des gens qui ont des hautes attentes vis-à-vis d'eux-mêmes et une forte responsabilité personnelle. Et c'est un peu toujours ce qui relance dans tout le playbook, c'est ce concept-là. Et par contre, ce qui est, de façon réaliste, c'est quasi impossible d'avoir que des players dans une boîte. Et je dirais, ce genre de boîte comme MrBeast, c'est presque une exception, parce qu'en fait, il a un pool potentiellement de recrutement qui est tellement énorme, parce qu'il est le numéro 1 au monde, donc tu as beaucoup de gens qui veulent venir travailler chez lui, donc il peut se permettre d'être très, très sélectif, je pense. Par contre, je pense, autant c'est pas possible dans une boîte lambda d'avoir que des players, et c'est peut-être même pas souhaitable d'une certaine façon. Qu'est-ce qui fait que tu peux pas avoir que des players? Parce que je pense qu'un des éléments qui peut pas avoir que des players, c'est il y a des rôles qui sont simplement pas aussi parlants pour un player. Il y a ça déjà, ouais. Mais ça, c'est en partie contrecarré par la croissance. C'est ça. Parce que si tu veux avoir beaucoup de croissance, une personne peut venir aujourd'hui et être assistant et chercher le café, parce qu'on te dit, ok, aujourd'hui tu es assistant et tu vas chercher le café, mais tu vas voir tout comment les choses fonctionnent. Et comme dans un an, on aura doublé la taille de l'équipe de production, tu vas être la première personne qu'on va faire monter, par exemple. Oui, c'est ton problème, c'est qu'en fait, si les players de base, ils veulent une production constante, tu vois. Et donc, à un moment, tu peux plus. Enfin, c'est à moins que ta boîte continue à grossir de façon pyramidale, exponentielle. Et à un moment, tu peux plus trop leur. C'est un problème. Et après, il y a aussi un problème que les players, c'est peut-être 1% de la population. Donc, encore une fois, à moins que tu aies vraiment capacité de les attirer. C'est 1%, pas 10%. Moi, je pense très faible. Des gens qui ont d'autres attentes vis-à-vis qui prennent de grosses responsabilités personnelles, c'est quand même très, très faible. Peut-être qu'1%, je sous-estime un peu. Mais je pense qu'on n'est pas plus que 5%. Après, c'est toujours la question, c'est est-ce que c'est un peu défini ou est-ce que les gens peuvent devenir players dans le bon contexte et autres. C'est encore un autre sujet. Mais par contre, là où je pense que c'est possible, c'est en direct report. Donc, des gens qui travaillent en direct, d'avoir que des players. Et moi, honnêtement, c'est un peu ce que je me suis dit comme... c'est un peu le standard que je mets, c'est autant des B-players dans la boîte, je veux bien. Et encore une fois, B-players, c'est pas tellement négatif, c'est des gens qui font leur taf, qui n'ont pas cherché à progresser, tu vois. Moi, c'est un peu défini comme ça, qui font leur taf, qui prennent leur responsabilité sur ce qu'ils ont à faire, mais pas au-delà. Mais par contre, moi, en fait, je me rendais compte que quand j'étais en contact direct, au jour le jour, avec des players, et 6 players, c'est encore pire forcément, ça me démotivait beaucoup, toi. Ça me rendait un peu triste, toi. Ouais. Parce qu'en fait, il manque un peu ce feu, il manque un peu cette énergie. Et donc, ouais, pour moi, ça joue beaucoup sur mon bonheur personnel, le fait de travailler avec des gens qui sont super compétents, super motivés, quoi. T'as combien de personnes dans la boîte en tout? Ça dépend comment tu comptes, mais soit on compte 35, soit 55. Ouais. Et en direct report, t'as combien de personnes? 6 personnes. Ok. Ouais. Donc tu peux avoir 10% des gens qui sont des A-players à ce niveau-là. C'est ça. Et après, il y a aussi la différence aussi, c'est un truc encore, c'est entre, je dirais, A-player senior et A-player junior. A-player senior, c'est les mecs qui sont motivés et autres, et en plus qui sont très compétents, qui connaissent leur boulot. Et dans ce cas, c'est vraiment plaisir parce qu'en fait, ils sont meilleurs que toi dans ce qu'ils font. Et après, tu as A-player junior où c'est plus, ils sont intelligents, ça tourne, ils sont motivés, mais peut-être qu'ils doivent encore apprendre. Et ça peut aussi encore être motivant. Mais lui, je pense que c'était un peu sa frustration, c'était d'avoir l'impression que peut-être il travaillait avec des gens qui étaient à 50% de son niveau d'investissement à lui. Et donc, ça devait le frustrer un peu, quoi. Qu'est-ce que tu penses qui se passe quand MrBeast atteint les 30 ans vis-à-vis de ce document? Est-ce que c'est un mec qui va vers un burn-out, une crise existentielle? Est-ce que c'est vraiment un alien qui va pouvoir continuer comme ça tout le temps? Moi, je pense que c'est un alien dans le sens, je pense que son ambition, elle est démesurée et je pense qu'elle va pas s'arrêter. Et je pense pas que ce soit un mec très émotif, tu le sens pas très... qui va avoir de crise de conscience ou autre. Par contre, il y aura peut-être un moment où ça va quand même... son propre contenu l'intéressera moins. Et je pense que c'est déjà le cas, mais encore une fois, ce qu'il aime bien, c'est les vues, toi. Mais je suis pas sûr qu'il soit vraiment... Parce qu'encore une fois, il y a un contraste dans le fait, le mec, il lead the goal, il suit le podcast de How to Take Over the World. J'ai du mal à croire qu'à côté, il soit vraiment totalement investi dans son propre contenu, dans le fait de regarder. Mais l'avantage, je pense qu'il a, ce qui est intéressant, c'est que je pense pas que les gens regardent tellement MrBeast pour MrBeast, tu vois. Je pense que c'est plutôt pour le niveau de concept et le niveau de production qu'il apporte. Ouais. Et donc, je pense qu'il va pouvoir sans problème, s'il veut, se remplacer au fur et à mesure.
Et il devrait déjà commencer à le faire. Et notamment, il y a le problème où certains de ses potes qui commencent à se détacher du truc, c'est faire entrer les gens, voir un peu via les commentaires autres. Une personne, tu vas avoir 4-5 personnes, il y aura une personne qui va ressortir comme étant la préférée, et au fur et à mesure, la faire monter et la faire remplacer MrBeast. Et toi, le mec, il peut faire les mêmes intros que MrBeast, tu vois, c'est pas. Encore une fois, les gens, je crois pas qu'ils ont un attachement très fort à la personnalité de MrBeast. Je pense que tu pourrais déjà avoir quelqu'un qui soit un peu mieux là, à ce niveau-là. Parce qu'il a un peu le côté un peu. Il paraît pas super authentique. Donc je pense que c'est bon pour lui par contre, c'est qu'il va pouvoir continuer à faire grossir sa chaîne, à la garder en se remplaçant. Et aussi, c'est un truc parce que du coup, je me suis un peu intéressé à MrBeast. Et il y a deux trucs qui se passent en ce moment qui sont. Je trouve je sais pas si c'est une sorte de représentation du monde moderne ou autre, mais d'un côté, tu as un des mecs, un de ses potes qui participait, qui est devenu trans et plus pratique. Surtout, récemment, il a été accusé. Je pense que c'est après prouvé que c'est vrai, d'être plus ou moins un pédophile. Donc d'avoir des conversations inappropriées avec des mineurs, tout ça. Est-ce qu'on démonétise là quand on dit ça? On démonétise? Ah putain, nos 10 euros, la merde, j'ai déconné. Mais bon. Nos $2 d'AdSense putain, sont jetés avec donc lui, il est un peu dans la merde. Et de l'autre... Ça ne sera pas démonétisé pour ça. De l'autre, t'as un mec qui s'appelle Chandler. Ouais. Et en fait, il a ouvert un TikTok avec genre 17 millions d'abonnés. Il fait genre 20 millions de vues à chaque fois. Okay. Et tout ce qu'il fait, c'est qu'il lit des passages de la Bible. Et je trouve ça incroyable. Littéralement, il est juste à lire la Bible, tu vois. Okay. Juste ça. Bon, genre, et il fait partie de la team MrBeast. C'est ça. Et il faisait partie, maintenant il s'est retiré, toi. Ah, pour le coup, il a eu une conversion, du coup. Bah, ils ont chacun leur propre conversion, tu vois. Ouais, Après, okay. mais je trouvais ça assez intéressant. Mais dans le fait aussi que, vu qu'il a pris ses potes à la base, il y a zéro chance que ce soit la meilleure personne pour ça. Donc, encore une fois, je pense que c'est à lui, au fur et à mesure, de remplacer pour une nouvelle personne. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle personne sur la vidéo, donc il doit déjà commencer à le faire. Et je me demande comment il fait la sélection. Parce que pour le coup, tu peux faire une vraie sélection, tu vois. Et t'imagines la visibilité que ça te donne, toi, en tant que personne d'apparaître sur MrBeast, ça te propulse ta carrière de fou, quoi. Donc, ouais, je serais curieux de voir comment ça va se faire. Un autre truc aussi, c'est sur le fait qu'ils, forcément, ces attentes dans le playbook qui sont très, très élevées. Ouais. Et ça me rappelle un livre que j'ai lu du directeur des ressources humaines de Google, un mec qui s'appelle Laszlo quelque chose. Le livre est pas mal en tant que tel, mais littéralement, le livre, c'est les problèmes de riches, quoi. C'est comment choisir entre ce super génie super motivé de MIT et ce super génie super motivé de Stanford, tu vois. Putain, c'est difficile. Et moi, j'étais, putain, on n'a pas le même candidat, toi. Bon, après, il y a un entre-deux qui est intéressant, je trouve, c'est Marketing Mania, ta boîte. Parce que quand on avait fait la candidature pour les producteurs de ce podcast, j'ai été surpris par le niveau moyen des candidatures, en fait, qui était quand même assez élevé, toi. Et parce qu'encore une fois, nous, vu qu'on poste sur LinkedIn, on voit sur les trucs d'en haut, je vous montrais le niveau moyen, c'est quand même c'est catastrophique. Tu vois, des gens qui ont du mal à écrire des paragraphes, qui ont du mal à résoudre des problèmes simples, et ce qui est la moyenne véritable du monde, tu vois, en réalité. Donc je pense que c'est une fois que tu as... En fait, voir son audience, encore une fois, quand tu as un business qui fait face au public, voir son audience comme un outil de recrutement potentiel, je pense que ça a beaucoup de valeur. C'est une valeur qui est énorme. Et nous, on arrive vraiment bien à recruter des gens qui sont ce que tu appelais des A-players juniors. Mm-hmm. C'est-à-dire des gens qui sont motivés, qui ont envie de s'améliorer. Parce qu'en fait, si les gens ne sont pas motivés, ils n'ont pas envie de s'améliorer, pourquoi est-ce qu'ils regardent Marketing Mania? C'est ça. Tu regardes Marketing Mania juste à envie d'apprendre. Enfin, c'est un truc, tu vois, de t'apprendre, de te former. Et tu postules que si tu as l'humilité de dire je vais pouvoir bosser pour quelqu'un d'autre et pas je vais monter mon propre business en jour 1. Tu vois. Et du coup, ces gens-là, on arrive à les attirer. Et en fait, là où on a commencé à se prendre un mur, c'est quand il a fallu recruter des gens qui n'étaient pas juniors, mais qui étaient plus avancés, en fait. Donc, pendant trop longtemps, on a continué à recruter des gens qui étaient juniors pour tout. Et ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur la question du playbook. En fait, tu peux juste recruter des gens qui ont bossé dans une boîte qui fait exactement la même chose, et tu peux les recruter. Et dans ce cas-là, eux, il faut aller les démarcher plus directement. Ça demande plus de boulot d'aller les trouver, parce qu'ils ne vont pas forcément venir à toi. Mais en fait, du coup, tu implémentes une personne qui est plus fort que toi dans ce qu'il fait. Versus une personne junior, il ne peut jamais devenir meilleur que toi, parce que c'est toi qui dois le former. Et c'est là où je pense que c'est un énorme avantage pour certains rôles, et pour d'autres rôles, en fait, il faut apprendre à aller trouver ces personnes directement. Mais comme c'est des rôles après qui sont très spécifiques avec un gros effet de levier, là pour le coup, tu peux aller les chercher. En fait, on va aller lister. On sait qu'il y a, encore une fois, il y a maximum 50 personnes qui font ce business model à notre échelle sur du francophone. Donc on sait à peu près qui existe et qui est là, et on sait qui est dispo, quoi. Voilà. Mais là, effectivement, tu peux avoir... tu peux monter tes attentes sur des rôles qui sembleraient... tu vois, genre du support client. Tu vois, je peux y avoir des gens qui étaient vraiment des killers sur des rôles de support client.
parce qu'ils avaient envie de bosser avec Marketing Mania et parce qu'il y avait la perspective que, ok, d'ici 2 ans, tu vas monter. T'as encore la possibilité. Ouais. Et après, le truc par rapport à ça aussi, c'est... et je pense que c'est les réactions des gens en lisant ce playbook. Tu as toute une partie qui dit ça a l'air d'être un enfer sur Terre. D'autres personnes, putain, je veux absolument y aller, toi. Et il y avait une phrase qui m'a marqué, enfin une expression qui m'a marqué à l'époque quand j'avais lu le bouquin, je crois que c'était le premier bouquin sur SpaceX, sur Elon Musk, où c'était un mec, un ancien de la, je crois que c'est de la NASA, qui du coup était allé chez SpaceX, tu vois. Et en gros, il avait genre 50 ans, il avait fait toute sa carrière, il gagnait, je sais pas, $200,000 par an, $300,000, il était bien posé. Il allait chez SpaceX, il était payé en stock options, et sa femme lui a dit qu'est-ce que tu branles. Et en fait, il m'a dit, moi j'y suis allé parce que c'était une oasis de compétences. Tu vois. En fait, ça le frustrait de travailler avec des gens qui étaient pas motivés, incompétents. Et lui, ça avait un effet énorme sur son bonheur personnel de travailler autour de gens qui étaient compétents. Et tu as un peu toute cette notion avec beaucoup je sais pas si tu as déjà lu le livre de Ayn Rand, Atlas Shrugged. J'avais essayé de le lire il y a très longtemps. Il y a genre 15 ans, j'avais commencé à lire le début, parce que c'est censé être un livre fondateur pour beaucoup d'entrepreneurs. C'est la philosophie un peu libertarienne. C'est pas l'histoire de genre les entrepreneurs disparaissent et donc le monde part en couille. C'est pour ça que les entrepreneurs kiffent les succès. Mais c'est un peu cette histoire-là, mais c'est aussi l'histoire en gros de... Il n'y a plus personne qui est responsable de quoi que ce soit, plus personne n'est compétent. Tu vois. Et on rentre dans ce monde d'incompétents, et donc tout s'écroule au fur et à mesure. Tu vois. Et donc encore une fois, c'est un truc... T'as une section les meilleurs. En fait, les meilleurs, eux, ce qui compte pour eux, c'est de travailler avec les meilleurs. Toi. Et t'as aussi l'histoire de Pixar, où c'est le même phénomène, en fait, donc Pixar a été créé. Ils ont sorti un ou deux bons dessins animés. Et ils ont commencé à recruter dans Disney tous les meilleurs animateurs, tous les meilleurs scénaristes, en leur offrant un salaire qui est littéralement 3 fois moins. Et les mecs chez Disney essayaient de leur monter encore salaire. Attends, non, pars pas, on va doubler ton salaire. Et les mecs, en fait, s'en foutaient. Non, les meilleurs, maintenant, c'est Pixar. Moi, je veux travailler avec les meilleurs. C'est ça qui me fait kiffer, tu vois. Ouais. Et donc, je pense que c'est un truc intéressant. Si tu arrives à créer cette dynamique. Et encore une fois, c'est plus facile, je pense, d'une petite boîte au début. Mais tu as cette dynamique, on est juste les meilleurs et tu vas travailler avec les meilleurs. Tu peux attirer les meilleurs, même si, encore une fois, de point de vue purement rationnel en termes de salaire, prestige ou autre, ça y est pas encore, quoi. Tout ça pour ça. Jugement sur le podcast du non-jugement. Dis-moi. Bah, à la fin du truc, j'étais un peu... parce qu'il y a eu un peu le contraste où j'ai lu ce bouquin, j'étais genre... Enfin, ce playbook, j'étais... Putain, c'est incroyable. C'est le Martin Scorsese de YouTube. Et après, je te dis, bon, attends, on va voir un peu ce que c'est que YouTube vidéo. Je dis, putain, c'est de la merde. C'est vraiment de la dopamine la plus pauvre au monde, juste accumulée sur de la dopamine. Et donc, je pense que t'as un peu un relativisme moral où me dire, ouais, mais divertissement, c'est important, les gens, ils passent un bon moment. Mais en fait, tu réfléchis, il y a quand même différents niveaux de divertissement. En ce moment, peut-être c'est ton cas aussi, je regarde beaucoup les Disney avec mes enfants. Ouais. Et Disney, c'est quand même putain de bien, quoi. Toi, tu sens que ça élève ton âme. Toi, il y a un côté beau, il y a quelque chose qui se passe, toi. Et même Bluey, on en a parlé, où tu sens aussi que il y a quelque chose derrière toi. Alors que pour le coup, MrBeast... Vraiment, c'est la différence entre un dessin animé que tu regardes sur genre un Disney ou un Pixar ou quoi. Mais dès que tu regardes des dessins animés, mec, YouTube, les trucs en animation 3D, etc., c'est horrible, quoi. L'histoire, c'est genre... Oh non, le chat est coincé en haut de l'arbre. Vite, tu vas pas encore... Pas de patrouille, c'est la vie. Non, pas de patrouille. Pas de patrouille, c'est exactement ça, mec. Pas de patrouille, c'est littéralement... Oh non, un rocher est tombé. Mais au moins, c'est des belles valeurs. Ils vont aider, c'est le travail d'équipe, ils vont aider... Ouais, mais ils vont aider les chatons. J'ai pas encore vu de dessin animé qui avait des valeurs satanistes, hein, mais non, il y a pas de réflexion. Là, il y a pas de paradoxe. Le personnage a pas de besoin, a pas de vie intérieure, tu vois. Ou sur un Disney, en fait, même les gens disaient Pixar a tout changé. En fait, même les Disney, il y a quand même un truc assez complexe. Assez cool. Tu regardes le Roi Lion, c'est magnifique. Enfin, le Roi Lion, c'est magnifique comme genre le bossu de Notre-Dame. En fait, c'est une tuerie, quoi. C'est extrêmement bien fait. D'accord. Bref, ça me rappelle un truc qu'avait dit, je sais pas si c'est vrai, donc je le sors quand même, on s'en fiche dans ce podcast, c'est vrai ou pas, mais Peter Thiel, qui à l'époque de l'IPO de Facebook, donc quand Facebook était rentré en bourse, qui avait dit, on nous avait promis les voitures volantes, et on a eu Facebook, tu vois. Et c'est un peu ça, toi. Mais il n'était pas un gros investisseur dans Facebook. Et c'est ça qui est marrant, en gros, il a gagné des milliards grâce à Facebook, parce qu'il avait ça Facebook, mais il était là, bon, vous m'avez fait gagner beaucoup d'argent, mais sachez que je vous méprise, tu vois. C'était vraiment le message. Mais c'est un peu, tu vois, on est toujours à dire, il y a un peu c'est une gâchis dans le sens où, toi, à un moment, on critiquait beaucoup les traders, tu sais, putain, si au lieu de trader, ils allaient faire des... Toi, c'est les meilleurs esprits qui vont trader. Maintenant, c'est l'économie de l'attention. Là, c'est potentiellement du YouTube un peu méchant. Les meilleurs esprits de notre époque sont là pour optimiser des pubs et il faut faire cliquer. Et tu vois, c'est un peu cliché de dire ça, mais j'ai un peu ce ressenti là aussi, tu vois, par rapport à ça, de dire autant de dévotion, autant de... alors qu'ils pourraient faire du divertissement d'un plus meilleur niveau. Mais après... Et je pense que c'est un peu aussi un problème, après chacun voit comme il veut, mais un peu du make money online. Aussi, tant que ça fait de l'argent,
Il n'y a pas trop de questions. Si ça fait de l'argent, c'est que c'est bon, quoi. Et donc, il y a toujours un peu la question de... Tu veux dire sur les business models ouais, peu importe le business model, tant que ça fonctionne, tant que tu as de l'argent, bon, c'est le jugement ultime, quoi. Ce qui est, je pense, c'est pas toujours vrai. Et après, c'est à chacun un peu de se poser je pense qu'il ne faut pas non plus partir dans le délire que toi, si tu soignes pas le cancer, ça sert à rien. Mais se dire, est-ce que tu es plus ou moins un net positif selon tes propres valeurs, et ainsi de suite, c'est quand même utile. Après, tu vois qu'il fait ça de façon... Il contrecarre ça en partie avec des actes de charité, mais c'est fait avec le même côté un peu bourrin, tu vois. On va redonner la vue à 100 balles. On va construire 100 trucs en Afrique. Et je pense qu'il est pas mal. Encore une fois, tu peux considérer que c'est un net positif par cet aspect-là. Mais je pense, et c'est un peu mon espoir, c'est qu'en fait, s'il arrive un peu à lier efficacité, comme les Disney, les Disney sont quand même efficaces, ils captivent les enfants, et aussi une forme de beauté, une forme un truc un peu plus intéressant, je pense que ça peut devenir très cool, tu vois. Mais à voir, et je sais pas s'il va faire ça, ce virage. Et est-ce que c'est possible sans perdre une partie de l'audience ? Je pense que oui. Honnêtement, je pense que c'est possible. En fait, ce qui lui manque, c'est ce qui est très dur à faire, c'est le deuxième niveau de lecture, en fait. Dans ce regarde Pat Patrouille, il n'y a qu'un niveau de lecture. C'est il y a un feu, ok, il faut les pompiers, c'est fini, tu vois. C'est ça. Et si tu regardes dans Toy Story, t'as le premier niveau, c'est genre pour les enfants, les jouets ils sont perdus dans le monde et tout, il faut qu'ils reviennent. Et t'as un deuxième niveau de lecture dans Toy Story qui est il a peur de se faire remplacer, mais il a aussi peur de se faire abandonner par son enfant, et après l'enfant vieillit, le donne, tu vois. Et ça, les enfants, ça leur parle moins parce que c'est un peu plus conceptuel. Mais... Et souvent, quand tu vois le Roi Lion, quand t'es enfant, tu te mets à la place de Simba. En tant que père, tu te mets à la place de Mufasa, tu vois. Putain, je suis mort. C'est mort, merde. C'est putain de gnou, quoi. Ouais, t'as truc. Non, mais tu vois le truc où il a oublié qui il était, et donc il refuse en fait de revenir. Il refuse de faire le truc difficile, mais finalement, il y a quand même une vie psychologique des personnages, une vie interne, etc., qui est là, qui n'empêche pas les enfants de dire « Waouh, cool, il y a des chansons à Hakuna Matata », tu vois. Mais c'est difficile de faire fonctionner d'eux sans que les enfants se fassent chier pendant les périodes émotionnelles, tu vois. Et ça, lui, il a pris la décision, même si, en théorie, il a annoncé sur Twitter qu'il commence à mettre plus de storytelling. Bon, il y a peut-être plus de storytelling, mais ça reste. Je pense que quand il dit storytelling, c'est en gros Hero's Journey, je pense. C'est un peu le truc, juste ça monte, ça descend. Et il n'y a pas ce deuxième niveau de lecture où les personnages évoluent, où ils apprennent quelque chose, etc. Et ce qui fait que tu as l'impression finalement qu'on t'a mis des explosions ou des feux d'artifice. Après, moi, mon takeaway sur MrBeast, ça reste. Je suis content que ce mec existe en fait. Je suis content que ce mec ait poussé la logique de YouTube. C'est un sportif de haut niveau. Ouais. Toi, on s'en bat. C'est quoi l'intérêt de jouer au badminton, de mettre au badminton ? Ça n'a aucun intérêt, c'est un peu pareil, toi. Pour moi, c'est étonnant que ton premier exemple de sportif de haut niveau, c'est le badminton. Mais, mais après, c'est un truc. Toi, je critique mes stories par rapport à ça, le truc qui mène à rien. Mais quand ils pensent au sport, c'est un peu ça aussi. Alors, certes, ils envoient des belles valeurs, ils font rêver et autres. Mais en soi, il n'y a rien de créé, il n'y a rien de produit, quoi. Mais pour autant, juste pour pousser le truc jusqu'au bout, je suis d'accord, ça vaut le coup, quoi. Et pour un mec qui a dédié sa vie à quelque chose, et là, pour le coup, tu vois, il y a une sincérité dans MrBeast qui est assez cool, vrai. Tu vois. Il te dit, j'ai dédié ma vie à ce truc, et tu même la vidéo où il dit quand il a 16 ans, dans 3 ans, j'aurai 10 millions de followers, et ainsi de suite. Ouais. Et je m'arrêterai pas, et toi, c'est ça qu'il a été... il a annoncé ce qu'il allait faire, il l'a fait, quoi. Donc, c'était le document fuité de MrBeast. Le jour, je suis tombé sur une idée de business que j'ai vraiment kiffé. Je sais pas si tu as déjà été sur YouTube et tu as vu des vidéos sur les tiny house. Si, je suis à fond là-dedans. Voilà, tiny house, c'est un énorme genre sur YouTube. Ça fait beaucoup de vues, tiny house. C'est un des trucs qui fait cliquer. C'est comme les scandales et les arnaques. Les tiny house, ça fait cliquer. Par exemple, un exemple de ça, c'est la vidéo que Antoine Bem avait fait avec Elliot Meunier. Donc, Antoine avait été voir Elliot dans sa tiny house. Il avait fait une vidéo un peu sur lui et ça avait... ça avait fait 10 fois plus que les vidéos qu'il faisait aux alentours de cette époque. Enfin, vraiment, c'est un sujet qui parle beaucoup aux gens. Donc, je suis tombé sur cette vidéo, on la mettra dans la description, d'un gars qui raconte la construction de sa tiny house. Donc, il construit une tiny house dans la jungle et c'est juste, voilà, on a mis le ciment et puis après, il t'explique étape par étape le truc, c'est assez bien filmé, etc. C'est une chaîne qui est totalement inconnue. Le mec, il avait fait 2-3 vidéos random, etc. La vidéo, du coup, sur cette chaîne qui est inconnue, fait 2,9 millions de vues. Ça s'appelle Full Build of a Tiny Home Cabin. Donc, il n'y a même pas une explication particulière. Et il explique que ça lui a coûté $68 000 de construire sa tiny house. Ce qui est intéressant, c'est deux choses. Si tu regardes la description de la vidéo, il vend les plans de la maison pour $500. Et sur 3 millions de vues, ce serait pas délirant qu'il aurait vendu, par exemple, 100 plans. Tu peux répliquer la tiny house et toi. En plus, c'est une très belle tiny house. Honnêtement, moi, je suis tenté de la refaire. Et $500, c'est rien, toi. Enfin, pour t'éviter tous les emmerdes de l'architecte, c'est rien. C'est insignifiant. Sur un truc très très beau que tu as vu, tu vois à quoi ça ressemble.
Et c'est malin parce que personne n'aurait pensé à le vendre, mais lui, il a pensé à le vendre. Il l'avait là sur son hard drive, hop, tu l'uploades. Et donc, tu vois, s'il en a vendu 100, ça fait 50 000 $. Donc, en fait, il a quasiment remboursé sa tiny house juste en vendant les plans. Sans parler, évidemment, des 3 millions de vues avec l'AdSense. Et sans parler du deuxième aspect de son business model, qui est, à mon avis, là où il fait le plus d'argent. C'est quoi, cette tiny house qu'il a construit et t'a vendu du rêve. Elles sont fully booked. Ouais. Elles sont sur Airbnb pour 250 $ par nuit. Et c'est au Costa Rica. Ce qui est abusé, 250 $ par nuit pour une pour un truc dans la jungle au Costa Rica. Ouais, qui est un peu loin de tout. Pour un truc avec un lit, etc. Mais évidemment, en fait, le truc sur les tiny house sur YouTube, c'est que ça vend du rêve à fond aux gens. Tu as envie de rêver, de d'échapper de ta vie. Et en plus, c'est encore cool si c'est construit étape par étape. Encore une fois, tu n'as pas besoin d'un gros taux de conversion sur 3 millions de vues, toi. Ouais. En fait, mais après, tu es genre, concrètement, est-ce que tu vas aller construire ta tiny house dans la jungle Tu vois, personne va. Réalistiquement, il y a très peu de gens qui vont le faire. Mais en fait, tu aurais envie d'y aller. Donc en fait, à 250 $ par nuit, même si le truc est rempli que 50% du temps. Et là, c'est beaucoup plus, tu vois que le truc est totalement booké sur genre 3-4 mois facile. Il ferait 45 000 $ par an. Même si tu supposes qu'il y a 30% de frais Airbnb, il aurait 46% de rendement sur la construction. J'ai pas compté le terrain parce que j'arrive pas à comprendre combien coûte un terrain. C'est sûr qu'il vaut rien. À mon avis, il vaut pas grand-chose. Non, c'est un terrain dans la jungle au Costa Rica. Bon, avec une belle vue sur l'océan, mais voilà. Donc s'il est sur du 100% de remplissage, il doublerait son investissement. Il ferait 100% de rendement sur ce truc-là, quoi. Et parce qu'en fait, c'est un Airbnb dans un endroit un peu random qui n'a pas coûté extrêmement cher à construire, mais qui a la meilleure pub au monde avec 3 millions de vues sur YouTube, etc. Et il a posté vraiment 2 vidéos sur sa chaîne YouTube, une sur la construction de la maison et une sur combien ça a coûté. Et les deux ont fait beaucoup de vues. Et c'est tout ce qu'il a fait sur sa chaîne, quoi. C'est pas un vlogueur, c'est pas un mec connu, etc. Et je pense qu'il y a vraiment un génie. Voilà, les gens rêvent de s'échapper, ils vont jamais le faire. Mais en fait, si tu construisais ça, non pas au Costa Rica, mais même, tu vois, à quelques heures de Paris ou dans d'une grosse ville, dans la forêt au milieu de nulle part, un endroit où les gens vont jamais aller chercher un Airbnb au milieu d'une random forêt, mais si tu leur as vendu la construction, ils sont investis, ils vont aller envie d'aller passer quelques jours dedans. Tu documentes le process en une vidéo. C'est important de le faire en une vidéo, parce que parfois les gens sont tentés de documenter le process étape par étape sur leur chaîne, mais le truc c'est que les vidéos elles sont pas satisfaisantes à regarder. Et ce que les gens veulent, c'est une full vidéo, même si elle dure 30 minutes ou 40 minutes, qui documente étape par étape et de voir le truc se créer devant leurs yeux. Sa vidéo, elle n'est pas incroyable dans le sens où elle n'est pas super bien produite, tu vois les images assez normales, il parle au-dessus de façon un peu monotone, rien de spécial, mais par contre, effectivement, tu vois de A à Z, et tu as l'impression surtout que toi, tu pourrais le faire aussi, toi. Ouais. Tu vois chaque étape, tu dis, bon, chaque étape individuellement te paraît faisable, te paraît réalisable, quoi. Ouais. Et du coup, en fait, c'est vraiment le fantasme de voir un truc se construire dans toi. C'est ça l'élément YouTube qui fonctionne bien. Et à mon avis, c'est le genre de vidéos qui peuvent facilement faire des centaines de milliers de vues. J'en ai vu tellement qui ont cartonné. Non, en français, c'est un mec qui s'appelle Marcelium, un truc comme ça, qui a fait ça aussi, qui a construit sa cabane et qui a fait des centaines de milliers de vues sur YouTube France. Quoi. Et après, il l'a mis sur Airbnb. Je sais pas s'il l'a mis sur Airbnb. Parce que souvent, ils le construisent et après, ils habitent dedans. Donc en fait, il faut le mettre sur Airbnb. Donc il y a un ex. Il faut gagner de l'argent. Ça sert à rien pour le plaisir. Il faut monétiser là. Ouais, effectivement. Donc après, je suis tombé sur un gars qui s'appelle Isaac French. Qui, du coup, il est passé sur MFM récemment, mais il était au départ sur Twitter. Et lui, il l'a fait à Austin, en fait, exactement ce modèle. Donc, il a construit, il a acheté un espèce de terrain avec un lac pour quasiment rien. Je crois son autre terrain, il l'a acheté pour genre 50 000 $ ou 30 000 $. Non, il l'a acheté cher. Justement, l'histoire, il raconte qu'il l'a acheté pour genre 3 millions. Non, 3 millions, c'était la construction. Ah, d'accord, il s'est endetté pour la construction, pas pour le terrain. Le terrain, il coûtait pas très cher. Par contre, c'est beaucoup endetté sur la construction. Il a construit 7 maisons d'un coup, du coup. Il a construit 7 cabines autour du lac, donc ça lui coûtait 3 millions. Donc si tu divises, ça fait effectivement un peu moins d'un demi-million par cabine. Bon, après, lui, il le construit pas au Costa Rica, il le construit au Texas, tu vois. Donc ça coûte plus cher. Mais il fait ça, et après, du coup, il raconte l'histoire et il le remplit. Et après, il raconte plein d'histoires, en fait, où il crée des espèces de lieux d'exception. Donc il raconte l'histoire sur Twitter où son père a racheté un vieux train et l'a retapé pour en faire un Airbnb. Ils ont racheté une vieille gare, ils l'ont retapé pour faire une vieille grange, ils l'ont retapé, tu vois, une vieille ferme. En fait, tout un tas de lieux qui peuvent avoir une histoire, où tu peux raconter une histoire. Donc ça peut être l'histoire de comment j'ai construit ma tiny house tout seul au milieu de la jungle, comme le gars du départ, ou ça peut être on a retapé un truc, etc. Et en fait, ce contenu-là, il va faire que le lieu, tu peux le louer 50% plus cher que tu l'aurais loué normalement. Et il va avoir un remplissage en direct. Constant. Et du coup, il passe pas par. Il a même pas besoin de passer par Airbnb. Il passe pas par Airbnb, ouais. Donc, parce que c'est encore une fois, je crois que c'est 30% com. Donc 30%, c'est énorme, toi. Ouais. Je sais pas si c'est 30%. Je crois que c'est peut-être 15-20%, plus les processeurs de paiement, plus quelques trucs. Je pense que c'était 20-25%. Donc tu peux les faire en direct, c'est quand même pas mal. Et donc là, du coup, à mon avis, c'est des rentabilités sur ton investissement de 50% et tout, parce qu'en fait. Lui, il a été racheté par la private equity, du coup. Ouais, tu as combiné le real estate avec
du contenu en fait. Et C'est là, c'est une combinaison de trucs parce que la plupart des gens qui font du contenu comme. Ils Moi, tu savent vois, pas je vois ça ça. de leurs mains, toi. Ils savent pas faire, ils Et comprennent moi, pas. je me dis, Ça les fait construire la chier. maison. Enfin, tu vois, ça va, je sais même pas par où commencer, tu vois. Tu regardes des vidéos, ça suffit quoi. Qu'un sac de ciment, tu vois, qui commencer, tu fais quoi voilà. Ça va faire un bon sketch, nous deux qui allons faire une vidéo. Et la plupart des gens qui savent construire, ils ont pas cette compétence de combiner. Mhm. Et je pense que pour une personne qui combine les deux, Je suis il d'accord. y a une énorme opportunité. Et après, tu fais. Pour moi, c'est vraiment le truc Airbnb échappatoire pour les citadins qui veulent un peu rêver, etc. Qui Mais le voient je sur pense que ça YouTube. s'applique à plein de trucs. J'avais vu un truc sur le mec qui faisait des épées, tu vois. Et pareil, il montrait comment il faisait son épée. Ouais. Et exactement pareil. C'est après, il vendait son épée à 3 000 €, tu vois. Parce qu'en fait, t'as 500 000 personnes qui ont vu, t'as Ouais. des personnes qui ont, putain, cette épée-là, je la veux, toi. Et donc, je pense que n'importe quel truc que tu arrives à en faire en physique, si tu arrives à capter cette attention, juste en faisant le truc, littéralement, tu montres comment tu le fais, tu peux ensuite le vendre assez facilement. Ouais. Et surtout sur les trucs où ils retapent des choses. Donc ils retapent des vieilles épées, ils retapent une vieille machine à coudre, des trucs comme ça cartonne sur YouTube parce que t'as un avant-après. Il y a plein de gens qui retapent des vieilles voitures. Ils achètent une vieille voiture, tu sais, qui était dans une grange depuis 1972, Moto, pareil. Ouais. complètement rongée, etc. Ils la retapent entièrement. Et à mon avis, effectivement, tu peux la revendre à 2 fois ce que ça aurait coûté normalement parce que les gens ont buy-in dans l'histoire et c'est cool et ils ont envie de faire partie du truc, quoi. Totalement. Parlons de tes leçons de la semaine sur le daily check-in et les arnaques. C'est pas une arnaque, c'est un peu un terme fort, mais T'as marqué en gros, scam. on a dû se séparer d'une personne ce lundi. Et c'est une personne, en gros, qui nous a un peu mené en bateau pendant plusieurs mois. Ouais. Et donc, l'idée, c'est Sur partager quel un peu genre les de rôle? graphic design. Ok. Donc, l'idée, c'est partager un peu quels sont les red flags un peu à détecter. Parce que je pense que dans tout ce qui est travail remote, c'est un truc, forcément, tu n'as pas un contrôle direct, tu vois pas ce que fait la personne. Donc, il faut pouvoir détecter quand la personne, peut-être, est pas très honnête. Et après, donc, les red flags, et après, justement, quelles sont les règles, un peu, je pense, à mettre en place et ce à quoi penser pour éviter ça à l'avenir. Et déjà, il y a un gros truc autour de, en fait, utiliser, surtout parce que graphic design, il y a plusieurs personnes qui demandent des trucs, tu vois. Et utiliser cette personne, tu demandes un truc, mais cette personne m'a demandé ça, donc je suis là-dessus. Et après, cette personne a dit, machin truc m'a demandé. Et en fait, tu fais une sorte de truc comme ça où chacun pense qu'elle travaille sur le truc de l'autre, tu vois. Ouais. Et toi, tu peux tourner très longtemps comme ça. Encore une fois, sauf si tu as un daily check-in, on va revenir après là-dessus. Aussi, le fameux j'attendais ton retour sans t'avoir demandé de retour, toi. C'est un classique. C'est en fait parce qu'ils savent, enfin, cette personne-là sait que ça fait. Là, je parle pas de personnes qui est juste pas très productive de façon un peu. Là, c'est des personnes qui sont quand même plus ou moins malhonnêtes, qui savent ce qu'elles font. Et donc, le fameux j'attendais ton retour sans l'avoir Donc la demandé. personne, quoi, elle savait pas faire, ou juste il bossait pas, ou il bossait chez quelqu'un d'autre en même temps et c'était son deuxième job. Soit bosser quelqu'un d'autre en même temps, soit bosser pas. Toi. Je pense que plutôt c'était elle bossait pas. Ouais. Et en fait, elle se dit comment je peux faire le moins possible. En fait, et il y avait, je pense, elle avait d'autres jobs où elle a fait pareil avant. Et en gros, elle fait un peu cette rotation où elle se fait recruter. Elle arrive à en fumer son monde pendant 6-7 mois, puis elle se fait virer. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens actuellement dans le cycle remote qui travaillent un peu comme ça, quoi. Ouais, ok. Et donc, et aussi, il faut savoir que c'est des communautés où ils s'échangent les conseils sur comment tu peux faire durer le truc le plus longtemps possible, quoi. Donc, ouais, j'attendais ton retour. Le fameux, il me manquait ça. Donc, tu lui donnes un truc. Et après, tu reviens 3 jours plus tard. C'est quoi le statut? Ah ouais, mais tu m'as pas donné ça sans te demander le truc. C'est un truc classique aussi. L'autre truc aussi qui est encore plus un peu sournois, c'est mais je l'ai fait. Donc, par exemple, cette personne graphic design, elle va uploader le truc sur Google Drive. Mais elle veut pas t'informer, tu vois. Donc du coup, c'est pas qu'elle Toi, a t'es pas au terminé. courant, lui donc tu demandes reviens pas 2 jours le plus tard, prochain tu demandes c'est là, en fait, c'est là. Et ça, c'est un truc, toi, parce qu'elle a gagné encore 2 jours, toi. Parce que le temps que tu vois le truc, tu fasses ton retour, ensuite. Un truc aussi, j'ai remarqué que c'est un peu toujours attirer les problèmes perso, toi. Chaque semaine, il y a un nouveau truc perso qui arrive. Bizarrement, souvent, c'est un peu au moment où tu dois avoir un call, tu vois, où tu as une performance review, il y a un truc perso qui tombe. Et à l'époque, il y a un truc qui me fait un peu marrer, même à l'époque, c'était marrant. Il y avait une fille qui travaillait pour nous, d'ailleurs, en graphic design aussi à l'époque, comme quoi, peut-être il y a un truc sur là, mais il y a 5-6 ans, et qui disparaît pendant une semaine, toi. Et je lui envoie un message, et elle finit par ah ouais, désolé, mon grand-père était mort, notamment et autres. Maintenant, moi, j'ai une tolérance, en gros, peu importe ce qu'il arrive quasiment. Si tu as la capacité d'envoyer un message sur un message, toi. Il n'y a pas de raison de disparaître pendant une semaine. Je comprends que quand ton père vient de décéder, c'est pas ta première pensée. Mais je lui envoie juste un message, désolé, mon grand-père est décédé, je peux pas. Enfin, ouais, je reviens vers toi dès que je peux recommencer à travailler, toi, par exemple. Mais donc, ça arrive une fois. 3-4 mois plus tard, mon grand-père est décédé, toi. Et je suis là, bon, c'est pas de chance quand même, beaucoup de grands-pères. Et parce que moi, en fait, c'est un peu naïf, mais j'ai du mal à imaginer que les gens puissent mentir sur un truc aussi. Mais 3-4 mois plus tard, c'est pas manqué.
mon grand-père est décédé. Et en fait, elle avait pas compté dans sa tête le nombre de grands-pères potentiels qu'elle avait, tu vois. Trois grands-pères. Ma grand-mère s'est remariée. C'est ça. Non, mais c'était encore plus. Ah ouais, mais en fait, c'est le grand-père d'une amie qui est décédé, mais c'était quand un grand-père pour moi. J'étais ouais. Et encore une fois, que le truc aussi où tu disparais pendant une semaine complètement, tu vois. Ouais. Là, bon, il y a un moment, ouais, mais il n'y a pas Internet, c'est Philippines. Ok, mais sur ton Instagram, pareil, bizarrement, il s'est mis à jour. Comment ça s'est passé, on sait pas, toi. C'est l'opération du Saint-Esprit, quoi. Et donc un peu un tiers problème perso où tu te sens un peu toi gêné de réclamer des trucs, toi t'es là, putain je veux pas trop la brusquer, il y a des trucs graves qui se passent dans sa vie. Et bon encore une fois, parfois c'est vrai, mais des fois c'est un peu du bullshit. Un truc intéressant aussi, c'est quand tu leur donnes du feedback, tu pourrais penser à du coup ces gens qui vont mal réagir, toi, qui vont être défensifs, qui vont... Non, ils font souvent l'inverse. C'est que ça va être, ah ouais t'as tellement raison, j'ai déconné, ça se reproduira plus. Et t'es là, toi t'es rassuré, t'es là, ah, putain, ok. Tu sais, t'avais peur de préparer une grosse conversation. Ouais. T'es là, putain, c'est bon, en fait, le message est passé. En fait, on est d'accord, tout va bien se passer dans le futur, toi. Et des fois, peut-être ça s'améliore pendant 2-3 jours et t'es là, c'est bon, en fait, c'est bon. Et après, t'es reparti pour un slump de 3 semaines, quoi. Et un peu jouer sur où, à un moment, ça s'est bien passé, donc tu dis, on peut revenir à ça, tu vois. Sauf qu'en fait, non, c'est pas constant. Il y a aussi un fameux ça dépend. Donc, dès que tu dis combien de temps ça va prendre un truc, c'est ça dépend. Et en fait, tu sais que ça dépend. Il y a plein de trucs qui dépendent. Mais donne-moi une range. Et en fait, tu refuses de se commit parce qu'en fait, dès que tu te commit, bah, forcément, tu vas devoir délivrer. Et t'attends que tu es expert dans ce que tu fais. Tu dois avoir une idée après de temps que ça va prendre, quoi. Ouais. Il y a aussi ce que j'appelle la stratégie de la chaussette sale. On entend beaucoup dans les couples, par exemple, l'homme qui va juste essayer de traîner ses chaussettes. Et en fait, il va continuer malgré ce que tu dis à la femme. Parce qu'à un moment, pour la femme, ça va devenir plus simple de juste ramasser les chaussettes que continuer à dire Roger, oublie pas tes chaussettes, ainsi de suite, toi. Et en fait, ce genre de personnes vont aussi se rendre difficile de travailler avec eux, justement en faisant les trucs à moitié ou en loupant un truc. Pour que tu arrêtes de leur demander des choses. C'est ça. Et comme ça, tu vas te tourner vers, en l'occurrence, nous, c'était notre autre graphic designer qui se prenait tout le masse de travail, parce que en fait, c'est cette personne-là sur laquelle tu peux compter, quoi. Et après aussi, un truc, bon, red flag, mais là, c'est même plus un red flag, là, en fait, c'est les mensonges. Où là, on a un truc, et en fait, moi, j'aurais dû dire flag ça direct et on s'arrête là. C'est qu'elle faisait un truc où aussi elle uploadait des trucs sur Google. On allait avoir un call, juste avant le call, tu sentais qu'en fait elle finissait le boulot d'un moment, elle uploadait sur Google Drive et elle disait justement t'as pas vu le truc, j'ai envoyé il y a 3-4 jours, toi. Alors que littéralement il y a date sur Google Drive, toi. Et donc il y a un moment, moi quand les gens font un très bien mensonge comme ça, tu te sens un peu gêné de limite les confronter, toi. Ouais. Mais en fait tu devrais les confronter, tu te dis non, bah là on voit objectivement le truc il a écrit qu'il a été uploadé il y a 3 minutes. Enfin ouais, plus jamais ça. Mais même plus jamais ça, j'ai presque envie de dire, à ce moment-là, tu peux limite aussi arrêter le truc, toi. Si cette personne est prête à mentir, c'est compliqué parce que des fois, les gens sont juste trop stressés et ont peur de perdre leur boulot. Donc, il faut mettre un peu en contexte. Mais je pense que ça va être un gros red flag, quoi. Donc, maintenant qu'on a vu les drapeaux rouges, toi, comment tu peux détecter ça, comment tu peux éviter, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour justement détecter ça le plus rapidement possible et éviter. Le premier, c'est le day check-in. On en a parlé plein de fois maintenant. Mais en fait, dès que tu mets un day check-in, ça passe beaucoup moins, toi. Nous, on remarquait qu'en fait, des check-ins, c'était très compliqué pour elle parce que parfois, elle disparaissait pendant 2 jours, toi. Et toi, nous, on pensait, elle doit travailler sur un autre projet, elle doit travailler avec une autre personne. Non, en fait, elle faisait rien pendant 2 jours. Où tu voyais que les trucs avançaient vraiment de zéro, où tu vois qu'ils commençaient à inventer les plus petites tâches pour faire un truc qui ressemble un peu cohérent. Donc ça, c'est le premier truc ça se détecte assez facilement. Parce qu'encore une fois, tu as plus ce truc-là, j'ai fait ça pour cette personne, j'ai fait ça pour cette personne. Là, tout le monde voit que c'est ça qui a été fait. Un autre truc, c'est aussi avoir des standards clairs sur ce que tu attends. Et ce qui est souvent compliqué, c'est comment tu as des standards si toi-même, tu n'es pas expert dans ce que la personne fait ou que tu as personne d'autre dans la boîte qui le fait. Tu vois. Donc, tu pourrais dire, graphic designer, je ne sais pas ce qui est possible de faire. Ouais. Et la meilleure solution, c'est de benchmark auprès de boîtes qui font des trucs similaires à toi. Tu vois. Et même booker un call avec une personne qui est graphic designer dans une autre boîte et dire, explique-moi juste en combien de temps tu fais ce listing, c'est quoi les bottlenecks et autres. Et après, tu peux Nous, l'avantage, c'est qu'en l'occurrence, on avait littéralement 2 personnes graphic design, une qui carburait comme pas possible, qui faisait 4 listings par semaine, et l'autre qui faisait 1000 listings par semaine, donc c'était pas très compliqué de voir que ça allait pas. Mais ouais, je peux pas hésiter à benchmark à ce niveau-là. Et ça m'amène un peu aussi tout un truc autour de l'arbre de décision que quelqu'un ne performe pas, qui d'ailleurs, je crois, a été présenté plus ou moins par Alex Hormozy, et je trouve est très efficace. C'est en gros, si quelqu'un ne performe pas au standard attendu, tu as 3 possibilités. Soit ils sont pas au courant des standards, dans ce cas, il faut les informer. Et ça, c'est un truc, je pense, qui arrive plus souvent qu'on pense. C'est juste on a ça dans notre tête et on le dit pas clairement. La deuxième raison pour c'est qu'ils sont pas capables. Et s'ils sont pas capables, il y a 2 possibilités. Soit c'est parce qu'il y a un manque de training. Donc là, il faut leur expliquer comment faire. Toi, il faut leur donner plus de contexte. Il leur manque un truc que tu leur as pas donné. Ou soit c'est juste qu'ils sont pas capables. Dans ce cas, il faut se séparer d'eux, quoi, si vraiment ils n'ont pas la capacité. Ou si tu les as recrutés en partant du principe qu'ils avaient capacité et que tu n'as pas envie de passer 6 mois à leur apprendre leur boulot.
Et le troisième, c'est la mauvaise volonté. Donc là, ce cas-là, là, tu t'arrêtes aussi parce que la personne ne veut juste pas travailler. La règle numéro 3 qui revient à l'idée de plaquette. En anglais, je ne sais pas qu'on dit en français, mais en gros, dire ah ouais, t'as totalement raison, je m'excuse, ça va plus jamais se reproduire autre. C'est vraiment ignorer les mots et regarder que les actions, tu vois. Et en fait, et juger sur les actions parce que tu as envie de croire aux mots, tu vois. Tu as envie de dire les personnes, elles sont vraiment réalisées, on a passé un cap et autres. Et en fait, non, construire ces actions. Bon, elle, encore une fois, elle n'a pas rendu ça très difficile parce que littéralement, 3 jours après, elle me dit ouais, je vais faire ça pour demain. Elle se pointe pas le lendemain. Donc, bon, elle était un peu. Mais en fait, je pense qu'en fait, une fois qu'on a mis en place le daily check-in, en l'occurrence, elle a senti que le truc il se refermait, tu vois. Que ça allait devenir évident qu'elle foutait pas grand-chose et qu'en fait, elle savait que bon, elle est encore pour une semaine, donc à la fin, elle faisait plus trop d'efforts. Et le 4e truc aussi, c'est demander l'avis des collègues. Parce qu'en fait, pour qu'un collègue d'une personne dise un truc négatif, il faut vraiment qu'il y ait un truc grave qui se passe. Parce que généralement, par défaut, ils vont vouloir être sympas. Et, voilà. Et donc là, c'était assez spectaculaire. Où, notamment, j'ai demandé à sa collègue, qui est aussi graphic designer, comment tu te sens par rapport à cette personne-là. Et elle m'a dit, et cette phrase, elle m'a tué, c'est une putain de punchline. Elle m'a dit, je trouve pas être sûr de la bien dire, mais en anglais, mais en français, c'est le seul truc comment je me sens par rapport à ça, le seul truc que je ressens, c'est son absence et ses excuses perpétuelles, tu vois. Et ça, boum, c'est tout, tu vois. Et j'ai demandé à 4-5 personnes qui travaillent, et c'est toujours le même feedback, c'est ouais, bah, je sais pas ce qu'elle fout, elle revient une semaine plus tard, le travail mal fait, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, demander l'avis des collègues. Ce qui a un autre avantage aussi, c'est que du coup, c'est pas non plus une surprise pour eux quand tu sépares de la personne, et qu'en fait, d'une certaine manière, ils ont approuvé le choix aussi, tu vois. Même en termes de morale de l'équipe. Mais là, en l'occurrence, c'était vrai, tout le monde était un peu en mode, bah ouais, fallait s'en séparer il y a 2 mois, quoi. Et généralement, c'est un bon signe aussi que tu as pris la bonne décision. À quel point est-ce que tu mets en place des périodes d'essai ? Moi, c'est jamais un truc que j'ai vraiment su correctement mettre en place. C'est-à-dire, en théorie, on va se dire, OK, on va tester la personne pendant 60 jours, mais j'ai pas vraiment un check-in, tu vois, aux 60 jours à la fin. Ce qui fait que j'ai l'impression que on a un peu trop un biais d'optimisme en se disant, on recrute une personne, ça va probablement marcher. Et en fait, parfois, ça nous prend trop de temps, alors que si on avait vraiment été dire, OK, il faut encore qu'on teste la personne pour voir si elle fonctionne, on aurait pu s'en rendre compte à 30 jours, tu vois, en disant... OK, sur les 30 premiers jours, il faut vraiment qu'on puisse voir quelque chose de positif ou de négatif, mais il faut qu'on ait un résultat. Versus, en fait, si tu te dis, OK, on va supposer que cette personne est bien, parfois, ça te prend 6 mois de te rendre compte que les problèmes s'accumulent. Bah, moi, c'est un peu le problème aussi, c'est à chaque fois que je me dis, quand je fais un recrutement, des fois, je me dis, bah, de toute façon, au pire, parce que nous, on a une période d'essai de 3 mois, au pire, on se sépare pour une période d'essai, toi. Ouais. Et je me dis à chaque fois, cette fois-ci, je vais être dur, toi. Cette fois-ci, si au bout de 30 jours, toi, c'est pas clair, ce sera jamais clair, toi. Et généralement, c'est vrai, toi. Si au bout de 30 jours, ça fonctionne pas, généralement, c'est que c'est un mauvais signe. Sauf qu'en fait, c'est ce que tu dis, c'est beaucoup plus dur que ça au final. J'oublie en fait. Enfin, moi, évidemment, j'oublie qu'on est OK, c'est le 30 jours, il faudrait faire un point et tout. Moi, c'est pas tellement que j'oublie, mais tu as l'espoir que ça s'améliore, toi. Tu vois quelques signes positifs, tu t'accroches à ça, tu t'as envie que ça fonctionne en fait, tout simplement. Et maintenant, du coup, j'essaie d'être beaucoup plus dur par rapport à ça. Et en gros, si je suis pas convaincu au bout de 30 jours, j'attends même plus les 3 mois. 30 jours, on s'arrête là, quoi. Et pareil, mais ça veut dire aussi de dire à la personne très clairement, ouais, c'est ce qui est attendu de toi, tu vois. Lui laisser la chance et qu'elle soit pas surprise non plus quand ça arrive, quoi. Mais du coup, je pense si tu as la capacité en gros, d'être assez, en anglais c'est ruthless, assez dur là-dessus, et ouais, j'ai ce standard et si la personne ne le rencontre pas, bon, ben, on se sépare. Je pense tu peux recruter beaucoup plus facilement en fait, au final. Parce que sinon, si à chaque fois tu recrutes quelqu'un, au final, c'est une personne qui va rester. C'est un autre truc aussi qui est fascinant, je trouve, c'est que nous, littéralement, il y a peut-être 3 personnes qui sont parties de la boîte en genre 10 ans, quoi, peut-être 3-4. Et on a dû séparer au moins de 50 personnes, tu vois. Qui sont partis volontairement. Partis volontairement par eux-mêmes, tu vois. Et parce que moi, j'ai toujours imaginé. Parce que moi, ce serait ce que je ferais. Si ça se passe mal ou si je partirais, toi. Moi, je partirais moi-même. Mais en fait, les gens partent pas d'eux-mêmes, toi. Et donc, il y a un côté où des fois, ils s'auto-sabotent. Et elle-même, quand je lui ai annoncé sa décision, elle a dit, ouais, je m'y attendais. Et bye bye, toi. En fait, elle savait que ça allait arriver à n'importe quel moment. Et en fait, elle jouait la montre un peu en parlant, toi. Donc, tu as ce cas-là où les gens, en fait, s'y attendaient et ils attendent que tu les vires et puis voilà, ils sont partis. Parce qu'aussi, je pense qu'ils savent que s'ils partent, ils peuvent peut-être réclamer quelque chose. C'est ça, forcément, qui rentre en jeu. Il y a des gens qui sont carrément soulagés aussi. Eux, c'était pas tellement une question d'être malhonnête ou autre, mais ils sentaient que c'était pas bon dans leur boulot. Et toi qui galérais, mais toi, ils avaient l'idée, il faut que je m'accroche, toi, faut pas que je lâche l'affaire. Et donc, du coup, ils sont soulagés quand tu les vires parce que ça leur retire ce poids-là. Et après, tu as aussi, je pense, beaucoup de gens qui, en fait, ont du mal à prendre une décision, toi. Ils sont en mode, bah, toi, si je choisis moi de partir, je prends une décision, je me commit, et ils attendent que ça leur arrive plutôt que le faire. Et la dernière catégorie, qui pour moi est la pire, c'est les gens qui veulent partir, qui commencent à regarder ailleurs, et qui voient en fait qu'ils n'arrivent pas à trouver mieux ailleurs, toi. Donc en fait, ils sont pas contents d'être là, mais ils savent qu'ils auront du mal à trouver un boulot aussi bien payé avec les mêmes conditions ailleurs, et donc en fait, ils restent, mais ils aiment pas la boîte, ils aiment pas travailler, toi, ils sont bloqués là. Et ça aussi, je pense qu'il faut se séparer assez rapidement, parce que ça amène à rien, quoi. Mais j'ai toujours été surpris qu'en fait, très peu de gens vont partir par eux-mêmes.
Et d'ailleurs, honnêtement, j'apprécie quand quelqu'un, toi, à un moment, est plus motivé et plus dans le truc et me dit, bon, bah, on va s'arrêter là et je vais faire autre chose. Et puis, je trouve que c'est beaucoup plus sain que laisser le truc empirer au fur et à mesure, quoi. Et toi, c'est quoi? Est-ce que tu as beaucoup de personnes qui sont parties? Est-ce que tu as dû te séparer de personnes? C'est quoi le split J'ai très peu de gens qui sont partis. Moi, je suis dans une situation... Enfin, il y en a quelques-uns. Par exemple, Robin, je le cite parce que c'est connu, il bossait à l'origine sur les vidéos de ma chaîne. Après, il avait fondé Iamania avec moi. Donc, il avait fait les premières vidéos sur Iamania. Si tu regardes les toutes premières vidéos, c'est Robin. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu une opportunité d'aller faire un dessin animé pour une grosse boîte de jeux vidéo. Donc, vraiment un truc, un dessin animé TikTok, etc., une animation qu'il avait fait. Et après, il a fondé sa propre chaîne YouTube qui s'appelle Nibor, où il fait des vidéos un peu sur le Seigneur des Anneaux et tout, et qui cartonne. Sa première vidéo a fait genre 300 000 vues. Enfin, en tout cas, la première vraie qu'il a fait là-dessus a fait 300 000 vues. Et là, voilà, toutes ses vidéos font au moins 100 000 vues. Et donc lui, pour le coup, il est parti parce qu'il a eu cette opportunité de faire un dessin animé en premier. Et je lui ai dit, mec, vas-y, c'est incroyable. Là, ce qu'ils vont te payer pour faire un truc très créatif, c'est ton rêve et tout, vas-y dessus. Et après, il a monté sa chaîne et tout, et ça a marché. Donc en fait, il est parti. Mais en fait, il y a rarement des gens, tu vois, il y a une autre chaîne YouTube qui va les recruter pour les payer aussi bien. Parce que nous, vraiment, tu vois, notamment sur la partie YouTube, les conditions sont quand même, comme on ne publie pas beaucoup, en fait, tu peux juste prendre ton temps pour faire le meilleur travail. Il n'y a quasiment aucune autre chaîne YouTube où tu pourras faire ce niveau de qualité de travail avec le temps que tu auras. Parce que la plupart des chaînes, elles ont besoin de monétiser, donc sortir des vidéos régulièrement pour monétiser. Ça, l'AdSense, c'est pas le même, c'est pas le même modèle. Et si tu vas bosser pour un autre YouTuber marketing qui vend des formations, tu n'auras peut-être pas des vidéos aussi intéressantes à faire. Tu vois. Donc c'est là où je pense que moi, je suis sur un bon sweet spot et je peux assez bien payer les gens sur le script, sur le montage, etc. Là, on a des personnes qui sont parties, c'est plus sur les éléments du style les développeurs, les équipes de vente, tu vois, les trucs qui sont un peu au-delà du cœur de moi, mon métier ou sur la créativité. Parce que je trouve que sur le cœur de ce qu'on fait, il y a pas vraiment une meilleure opportunité que tu vas avoir vraiment et tu peux te construire avec nous. Sur les autres éléments, si tu es développeur, c'est plus standard, tu peux trouver tu vois, il y a peut-être une meilleure opportunité qui va se présenter quelque part. Tu vois, je suis pas en train de te dire que je suis la meilleure opportunité pour tous les développeurs de France. Tu vois. Donc c'est là où il y a des gens qui sont partis. Après, généralement, et à ce niveau-là, t'as rarement le cœur déchiré en fait quand une personne part, à un point où tu sens que la motivation est plus là, que la personne a envie de passer à autre chose, etc. Et tu es en mode, bon bah écoute, si tu as envie de partir, je vais pas essayer de te retenir. Voilà. Les seuls cas où tu essaies de retenir quelqu'un, je trouve, c'est vraiment si tu as mal communiqué avec et la personne avait des attentes financières ou quoi. Mais ça, en fait, moi, ça m'arrive pas parce que j'ai l'impression qu'on parle aux gens suffisamment régulièrement pour savoir où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi son envie, est-ce qu'il a envie de faire d'autres projets, etc. Ce qui fait que voilà, soit on peut pas proposer aux gens cette opportunité et dans ce cas-là ils vont partir, ce qui est déjà arrivé quelquefois. T'es pas surpris quoi. Ouais. Mais c'est pas en mode il part, mais j'avais pas compris que tu voulais une augmentation, tu vois. Voilà. Sur cet élément un truc différent, mais j'ai vu qu'il y avait apparemment des Nord-Coréens qui prennent des fausses identités pour s'infiltrer en tant que travailleur remote dans les boîtes tech. C'est ça en fait, depuis le début c'était ça. Après je l'ai vu à la retraite, donc ce serait un Nord-Coréen, pas très Nord-Coréen, mais on sait jamais quoi. Je pense pas qu'on est cible de ces arnaques nord-coréennes, mais apparemment c'est comme ça, tu vois, qu'ils peuvent s'infiltrer dans genre Zoom ou Google ou des éléments comme ça. Et après, c'est un dernier point là-dessus, parce que du coup tu pourrais voir l'autre aspect, c'est dire l'opportunité, c'est si tu veux travailler remote, d'avoir 3-4 boulots en même temps, et tu vas faire un peu ce truc-là. Mais je pense, et après c'est un jugement, mais je pense que ça... Parce que ça implique quand même un niveau de mensonge continuel, et pas seulement moi, le boss, ou peu importe, même tes collègues, toi, qui quand même, je pense, doit te ronger un peu si tu as un peu la moindre conscience, qui doit pas être idéal. Donc je ne recommanderais pas forcément. Et après, le fait aussi que du coup, tu dois tout le temps changer, toujours retrouver. Mais j'imagine que sur le court terme, financièrement, ça peut être intéressant, quoi. Parce qu'encore une fois, il y a tellement de boîtes maintenant qui sont mis en remote, qui n'ont aucune notion en fait, de comment gérer en remote. Je pense que tu as encore plein de trucs planqués. Après, même non remote, tu as plein de boulots planqués dans tous les cas. Mais c'est plus difficile en non-remote de faire 3 jobs en même temps, quoi. Ouais, ça. Faut être très fort. Ouais. 3 jobs en même temps, et aussi de ne pas te pointer un jour, toi. C'est aussi con que ça, mais aussi, le dernier peut-être red flag que j'ai pas noté, mais que je pense qu'il est intéressant, parce que ça arrivait parce qu'en gros, on a eu 3 cas comme ça, ce qui est pas énorme. En 8 ans, on a eu 3 cas où c'est vraiment, je pense, de la malhonnêteté, tu vois. Ce qui est pas énorme. Mais dans les 3 cas, c'était toujours des horaires un peu spéciaux aussi, tu vois. Donc ouais, je travaille la nuit autre, comme par hasard quand il y a personne. Et toi, pareil, du coup, ça rajoute encore un back and forth à chaque fois, toi. Tout va plus au ralenti avec cette personne aussi. Et je pense que c'est un autre facteur aussi potentiel. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye.